C'est ça, psychologie du virtuel. C'est pour dire qu'on vit vraiment à travers des écrans maintenant. Dernièrement, je relisais, je ne sais pas s'il y en a qui connaissent Marshall McLuhan. C'est un bonhomme qui, c'est dans les années 60-70, qui a essayé de penser les moyens de communication. Et en disant que chaque moyen de communication, que ce soit l'imprimerie donc ou la télévision, ça ouvre à de nouveaux mythes. Il est célèbre pour certaines phrases de « message is the message ». Un message est un massage. Il va dire que le contenant, ou par exemple la télévision, pour lui, c'est pas vraiment ce qu'il y a dedans qui nous importe, c'est la participation. Une de ses théories, c'est que tous les moyens de communication, une partie, sont des prolongements, si vous voulez, de nos sens. Le téléphone, par exemple, c'est un prolongement de l'oreille. La roue, c'est un prolongement du pied. C'est des semelles, une par-dessus l'autre, en rond. Donc, vous voyez, ça prolonge. Et les écrans cathodiques, la télévision, pour lui, c'est un prolongement du système nerveux central. D'où le besoin de participation qu'on a en regardant la télévision. En le relisant, je me suis aperçu que ça explique très bien le succès de Love Story, de ce qu'on a vu dernièrement. Pourquoi? Parce que la télévision a fait que ça banalise d'une certaine façon l'information. Deuxièmement, spatialement, comme par exemple lorsqu'il y a eu la guerre en Irak, on est là. Il y a quelque chose dans la télévision qui fait qu'on est là. On reçoit et on veut avoir l'information immédiate. Donc, on est dans l'ici et maintenant. La télévision marche le mieux lorsqu'elle est en direct, selon lui. Maintenant, peut-être qu'avec la technologie, je ne sais pas jusqu'où il irait, mais lorsqu'on regarde un écran cathodique à la télévision, il y a des milliers et des millions de pixels. C'est des points lumineux qui vont se rassembler en images. Pour qu'on le fasse, on ne s'en aperçoit pas, mais c'est notre système nerveux qui reconstitue une image qui est là. Donc, on participe à l'image. C'est pas, l'imprimerie. On va donner un exemple. Quand je lis quelque chose, Germain Beauchamp donne une conférence avec beaucoup de monde ce soir. Bon. C'est virtuel. Je prends toujours une distance. Hein? Pour lire, il faut que je sois en arrière de mon cerveau. Vous savez que le point focal pour lire, c'est que je me place, le point est ici. Si je le fais là, je lis rien, hein? Ça devient embrouillé. Donc, il y a toujours une distance avec l'imprimerie. Et selon lui, il a appelé ça la galaxie Gutenberg. Lorsque l'imprimerie est apparue vers la fin du Moyen Âge, on a commencé à avoir une distance par rapport au réel. Ce qui fait que l'individu, et un livre, c'est un individu. La lecture, c'est quelque chose d'individuel. C'est pas collectif. Alors là, vous allez avoir Montaigne, vous allez avoir des grands écrivains qui vont commencer à parler d'eux autres au singulier, si vous voulez. C'est là que les journaux apparaissent vraiment. Alors, quand on quitte la galaxie Gutenberg, selon lui, ça ne veut pas dire que les livres disparaissent, mais on est entre deux modes, si vous voulez, d'opération, d'appréhension du réel pour l'information. Lorsqu'on arrive avec la télévision, c'est quasiment le contraire. La télévision, il faut vraiment que vous soyez en avant et on participe, elle devient. La galaxie, il faut qu'on soit froid pour lire de l'imprimerie. Hein? Il faut qu'on se refroidisse ou on prend une distance. La télévision, on ne prend pas de distance, on est dedans. On est fasciné. Cette fascination s'explique aussi par le mode du système nerveux, comment on va prendre l'information. C'est donc dire jusqu'à quel point elle peut être fascinante dans le direct. Et deuxièmement, de ces théories, il appelle ça le tam-tam tribal, c'est-à-dire que la planète est devenue une immense tribu où on fait des tam-tams électroniques, on fait du tam-tam électronique, on sait ce qui se passe en Afrique, on sait ce qui se passe là, comme si ça arrivait, comme si on était partout. Ce qui est faux, c'est dans ce sens-là que je veux aller ce soir. La télévision, l'écran cathodique nous donne l'impression d'une participation au monde, alors qu'on est bien assis dans notre fauteuil, dans notre salon. Le monde vient à nous. Et on a l'impression d'être dans le monde. On baigne dans le monde, d'une certaine façon, dans cette image-là. Ça, vous savez, probablement, si vous prenez n'importe quelle rue à Montréal, à un moment donné, des rues domiciliaires, c'est assez fascinant de voir
les fenêtres et l'espèce de vacillement de lumière. On dirait que c'est des aquariums. Hein? On est comme dans un aquarium. Donc, on est comme un poisson dans la télévision. Tandis qu'avec l'imprimerie, on est en dehors. C'est pas pour rien, comme il dit, qu'avec l'imprimerie, ça a permis, même la Révolution française, ça a permis non seulement par la diffusion, multiplier des choses, mais on a pu prendre une distance par rapport au roi, par rapport au gouvernement, et ainsi de suite, parce que chaque individu était pris avec sa propre liberté de lire ou non. Donc, la lecture suppose une liberté, ou du moins une capacité de liberté pour comprendre ce qui est là et faire son propre message. Selon lui, ça a même mené au protestantisme. Il n'y aurait pas eu de protestantisme si on n'avait pas pu imprimer en grand nombre la Bible, avec un grand nombre de livres. La Bible, avant, c'était des manuscrits. On est passé donc de l'ère du manuscrit à l'imprimerie. L'imprimerie, ça a multiplié. On dit, oui, c'est collectif, mais en même temps, ça a multiplié les individus capables d'avoir un savoir, de se faire une idée sur le savoir. La télévision semble, en tout cas, nous fasciner tellement qu'elle ne nous donne pas une réflexion. On n'est pas en distance par rapport à la télévision. Il va dire, par exemple, la télévision est devenue, par exemple, avec l'information, si vous lisez un journal, on va avoir de l'objectivité habituellement chez les journalistes. Puis là, les journalistes font des colloques, on est objectif, on n'est pas objectif. À la télévision, c'est très difficile d'être objectif, selon lui, parce qu'on est, encore une fois, en participation. Et il notait déjà dans les années 70, McLuhan, que les lecteurs de nouvelles sont devenus moins face de bois peu à peu. Ils sont devenus plus humains. Et ils doivent, un bon annonceur, un bon animateur, aux nouvelles qui sont supposées être objectifs, il doit participer à la nouvelle. Et vous le savez, Radio-Canada a essayé ça là, dernièrement. On a envoyé Goujon, en tout cas, ceux qui connaissent Radio-Canada, parce qu'il est humain, supposément. Ça va peut-être jointo, mais n'empêche que ça visait à ça. Et vous savez, c'est ça, les nouvelles, c'est Mongrain et les autres. Et ça, on a ça chez les Américains beaucoup. Ils participent à la nouvelle. Jusqu'à quel point, c'est ça, on va tomber dans le subjectivisme ou dans le pro, je sais pas quoi. Si vous avez suivi la guerre en Irak, encore une fois, en écoutant CNN, on se dit c'est pas objectif du tout. Tu sais, les gens, les boys sont là-bas, et ainsi de suite. Mais quand même, c'était ça qui était visé. C'est-à-dire qu'on veut avoir de l'émotion, on nous la renvoie et nous, on vit l'émotion supposément sur place. C'est toujours fascinant en Irak de voir un journaliste qui nous parle en direct et nous dit ça vient de sauter à gauche, ça vient de sauter à droite. Alors, dans ce sens-là, donc, l'écran nous renvoie une image de participation, une image collective. Jusqu'à quel point on est, selon McLuhan, on est dans un transfert, d'une certaine façon, donc, à la fois de appelons ça, la définition de la collectivité. On se sent ensemble par la télévision. Même si le moindrement qu'on a un peu d'empathie, comme ça fait appel au système nerveux, vous savez, le système nerveux, c'est pas juste le cerveau supérieur, c'est aussi le cerveau limbique, qu'on appelle le cerveau des émotions, le cerveau reptile, qui est le cerveau, on appelle ça le sympathique et le parasympathique. C'est ça qui nous met en sympathie, en empathie avec les gens, le monde, la douleur, et ainsi de suite. Donc, quand ça s'adresse à nous, c'est pas pour rien que, encore une fois, les nouvelles donc deviennent de plus en plus subjectives ou plus humaines, comme on dit, mais aussi tout ce téléthon qui marche à la planche, parce qu'on nous dit l'enfance ci, l'enfance ci, ou je sais pas quoi, pour les pauvres, et ainsi de suite. On embarque. Alors, on fait appel à la compassion des gens, on fait appel. Mais vous voyez, c'est pas juste le mot, c'est ce que McLuhan nous dit. C'est pas ce qui est dit vraiment qui joue, c'est qu'il profite de ce courant sous-jacent de la façon dont l'être humain comprend le média, prend le média, comprend cette information-là à partir de son système nerveux. Donc, la puissance est énorme à ce moment-là. Et on vit dans un monde où cette télévision ou cet écran nous renvoie à une réalité qui nous semble la seule vraie, puisqu'on adhère à cette réalité-là. Ça va aussi loin que au Mexique, dernièrement, je disais, c'est encore vrai, et ça a été vrai ici, je pense que ça l'est peut-être encore pour certaines personnes au Québec, que dans un téléroman, si un personnage tombe malade, au Mexique, dernièrement, il y a un personnage dans un gros soap, c'est très fort les soaps au Mexique, tout en Amérique latine de toute façon, et il y en a un qui est tombé, ou une qui est tombée malade,
elle a reçu 2000 bouquets de fleurs. Il envoie ça à l'hôpital ou dans l'émission exposée. Hey, les autres ont pris avec ça. Hein? On croit tellement que c'est vrai que le personnage, on va le plaindre. Et vous savez que je me souviens d'avoir vu une petite émission à Radio-Canada à un moment donné, ceux qui ont joué les méchants dans des séries, dans des téléromans, ils le payent très cher. Ça va leur prendre des fois des années et des années à s'en sortir. Un bonhomme que celui de Jean-Pierre Masson qui avait joué Séraphin, il n'a jamais pu retourner à l'écran. Il était fait. Il était fait. Tu sais. Alors qu'il y en a d'autres. Il y en a un qui avait fait un curé méchant dans une émission. Il a raconté que ça a pris des années avant qu'on... Sur la rue, on l'interpelle, on allait jusqu'à le menacer. Moi, j'ai eu un ami qui a joué dans un téléroman à Télémétropole. Je pense que c'était La misère des riches. Quel téléroman? Je pense que c'était Le Gros Gigant. Et il faisait un homme d'affaires là-dedans. Sur la rue, on l'arrêtait pour lui demander des conseils financiers. Ça y est arrivé des dizaines et des dizaines de fois. Il ne connaissait rien là-dedans, lui, il jouait son truc. Vous voyez donc jusqu'où la participation peut être énorme à ce moment-là. Et c'est pas juste parce qu'il est méchant, ou c'est pas juste, c'est la télévision qui fait ça. La télévision nous entraîne. Alors, il y en a qui vont dire, c'est simple, ferme ta télévision ou jette-la par la fenêtre, comme un de mes copains avait fait à un moment donné. La police était venue, d'ailleurs. Mais c'est pas vrai. On vit dans ce monde-là. Même si vous fermez la télévision, à quelque part, le monde dans lequel on vit est là. Et je reprends ce que je disais au début. On peut comprendre à ce moment-là l'énorme succès de Love Story. Ça égalise la télévision. Tout le monde est égal face à l'image. C'est ça qu'on a dit, Bush est le président des États-Unis, on va regarder Lady Diana. Il faudrait bien voir une émission sur un président, puis ensuite sur je sais pas, un bandit, et c'est le même média. Alors, à quelque part aussi, ce que va faire l'écran, donc, elle abolit les couches sociales. Et en abolissant les couches sociales, il y a un désir, j'ai l'impression, chez l'homme ou la femme ordinaire, de dire « je suis là ». Et c'est le succès de ces émissions-là. C'est des êtres ordinaires, supposément, qui passent à la TV. Donc, je peux encore plus m'identifier et participer à leur recherche. Alors, qu'on ne cherche pas dans le contenu comme tel, c'est la télévision aussi qui fait ça, en rabaissant même le niveau, si vous voulez, de compréhension. Je ne sais pas s'il y en a qui... Moi, j'ai écouté des bouts de Love Story, puis ça... c'est très bas comme, disons, niveau de communication. À un moment donné, on se demande... Il y en a qui finissent pas leurs phrases. Bon, en tout cas, juste pour dire, c'est quand même du monde ordinaire, dans une vie ordinaire, mais placé supposément dans une situation extraordinaire. Bien, pas si extraordinaire, là. C'est vraiment un prolongement. C'est un autre appartement où tu vas. L'autre chose que l'homme ordinaire aime, c'est son fantasme de gagner, son fantasme de devenir célèbre. Alors là, c'est Star Academy et tout le reste. Vous savez que c'est pas juste un phénomène québécois. Hein? Je ne sais pas s'il y en a qui sont intéressés à ça. C'est mondial, Love Story. C'est mondial. Et curieusement, c'est parti du Danemark. J'ai appris ça à un moment donné. C'est abondant, mais le gars, il a une patente là-dessus et il est rendu milliardaire. Il vend ça partout dans tous les pays. Et là, il parle même d'en faire en Arabie Saoudite. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils vont faire, en tout cas. Alors, vous voyez, ça, c'est le premier point. Jusqu'à quel point, donc, on vit, qu'on le veuille ou non, et pour McLuhan, c'est un nouveau mythe. C'est un mythe de participation globale, humanitaire. Quand on parle de mondialisation, ça vient de là aussi. Et toute l'information, maintenant, qui passe par les ordinateurs, qui passe donc au niveau électronique, c'est rendu une réalité virtuelle, d'une certaine façon, qu'on prend comme réelle. On nous parle de milliards de dollars, on nous parle de milliards de dettes, de milliards de ci, d'échanges. Ça se fait en pitonnant, il n'y a plus d'argent. C'est virtuel. D'abord que tu as le bon code, puis tu as la bonne clé, là, quelque part, là, un bon compte, là. Tu passes là. Alors, ça veut dire qu'on vit dans un monde qui est devenu un monde illusoire vrai, d'une certaine façon. C'est une des trucs qu'avec McLuhan, je dis. Pour lui, il ne voyait pas un mal là-dedans parce qu'il croyait que c'était pour transformer toute l'éducation et tout le travail. McLuhan était un des premiers à dire, avec les ordinateurs et ainsi de suite, il va y avoir un retour à un travail individuel à la maison.
Il croyait que beaucoup d'entreprises étaient pour quitter les gros buildings, puis toutes ces bureaucraties-là, d'après lui, sont nées de l'imprimerie. L'imprimerie, on fait la même chose avec des lettres, donc je ne veux pas rentrer dans les détails, là, mais l'imprimerie a amené une bonne partie de la bureaucratie, selon lui. Alors que la bureaucratie devrait donc devenir moins importante, et à ce moment-là, les gens travailleraient plus chez eux, donc pour lui, ça amènerait de la créativité. Est-ce que c'est vrai ou non? Écoutez, c'est un drôle de bonhomme, c'est un drôle de prophète, McLuhan. Il avait même dit au pape, parce que c'est un bon catholique, McLuhan, c'est un Irlandais, je pense, c'est pas sûr, d'origine. Et il avait dit au pape, faites la messe en latin par satellite, vous allez avoir des millions et des millions de nouveaux convertis. On ne l'a pas écouté. Pour lui, il dit, le latin, c'est une langue morte, mais ça va devenir une langue universelle, et ça va être un culte. Et là, par satellite, si vous le diffusez partout dans tous les pays, ça va enlever les nationalismes, et ça va faire, bon. Vous voyez, c'est le genre d'idée qu'il y avait. Et je pense que si on l'avait fait, ça aurait marché, en fait. Pour le bien ou pour le mal, je ne sais pas trop. Si on admet ça, c'est-à-dire donc qu'on a une partie de nous-mêmes, qu'on le veuille ou non, qui est en participation au monde beaucoup plus qu'avant, qui est en participation aussi par l'information. À son époque, lui-même écrivait, un enfant de 3 ans en sait plus, il disait à l'époque 10 000 fois plus que son grand-père. Je ne sais pas jusqu'à quel point on peut dire ça aujourd'hui. Hein? La quantité d'informations qu'on a, et ça aussi, on ne s'en aperçoit pas, mais on s'habitue à faire un tri. Mais il y en a, que ce soit sur l'ordinateur, pensez aux sites Internet, il y en a des milliers, vous allez, je sais pas moi, vous allez voir, qu'est-ce que j'entendais l'autre fois, quelqu'un m'avait dit ça. Il y avait été un site, je pense, c'était des trucs gonflables, je sais pas pourquoi, je sais pas les poupées, là. Mais en tout cas, il y avait 1000 sites. Tu sais, je veux dire, tu as une information, si tu veux, et c'est une ère aussi de la consommation. On t'offre. Et donc, encore une fois, la télévision, par la consommation, va bien avec cette notion de participation-là. Hein, je comprends mal, moi je suis un vieux de l'imprimerie, si vous voulez. J'aime lire, je lis sans arrêt. Même quand j'écoute la télévision, je lis, c'est comme ma défense. Et je suis toujours surpris, par exemple, sur le câble, les émissions qui vendent, les émissions de publicité où tu as un faux public, des faux animateurs, puis qui te vendent quelque chose qui vaut, enfin, peut-être qui vaut quelque chose, mais qui sert complètement à rien. Et ça marche. Ces gens-là, s'ils sont là, c'est parce que ça marche. Ça marche parce que, encore une fois, il y a une participation à la télévision. On veut participer à ce qu'on nous dit. Acheter, je ne sais pas moi, un hachoir à 3 tranchants qui va vous faire les carottes, les navets et les scies en spirale pour 19,95. Il y a des gens qui font « ils le vendent à la télévision, il faut l'acheter ». Et il y a une sorte de force, donc, qui y va. Alors, à ce niveau-là, ça me faisait penser un peu, en philosophie, il y a 2 choses. Si on vit dans ce monde-là d'images, si ça devient plus réel que le simple contact de venir, par exemple, à une conférence, jusqu'à quel point on vit dans un monde de simulacre. C'est-à-dire qu'on vit dans un monde de semblable à nous-mêmes. Et jusqu'à quel point on devient soi-même dans ce monde-ci, en ayant son image à la télévision. Quelque chose existe parce que ça passe à la TV. C'est assez fascinant, ça. Il y a des gens qui ne croient pas aux choses qui ne passent pas à la TV. Il y a à peu près... ça remonte à au moins 15 années, j'enseignais à cette île. Et, j'étais déjà dans Jung, dans le monde des rêves, et c'était un cours ça s'appelait Philosophie et Nature, donc on parlait de toutes sortes de choses. De toute façon, en philosophie, les profs, si vous saviez, il y en a un qui enseignait le Monopoly, il y en a un autre qui, c'était le risque. Il enseignait les affaires, qui disait, la philosophie des affaires, il faisait jouer au risque et au Monopoly. Ça passait. Bon. Moi, j'essayais de leur montrer, d'une certaine façon, de prendre une distance, justement, avec le monde de la consommation. Et je leur disais, il y a un monde, et ça va être mon hypothèse ce soir, il y a un monde intérieur qui est un monde d'images auquel on peut participer.
mais il faut le connaître, c'est le monde du rêve. Et je leur parlais des rêves. Quand je leur ai dit que tout le monde rêvait, que tout le monde, on passe 100 minutes par nuit à rêver, ils m'ont pas cru. Il y en a qui disaient « Ah oui, j'ai eu des rêves, mais hey, ça se peut pas, 100 minutes, voyons donc. » J'ai trouvé un film, un documentaire français avec Michel Jouvet, qui est un des pionniers dans le travail sur le sommeil paradoxal, sur le rêve. Ça durait 1h30, puis là, on présentait Delvaux, les auteurs qui ont parlé du rêve. C'est quoi, qu'est-ce qui se passe dans le corps, je vais vous en parler tantôt, qu'est-ce qui se passe dans le corps lorsqu'on rêve, et ainsi de suite. Et là, ils n'en revenaient pas, ça existait. Après, là, ils sont venus me raconter leurs rêves. C'était rendu vrai parce qu'ils l'avaient vu à la TV. Hein? Donc, il y a quelque chose, encore une fois, là, on n'est pas juste dans la participation. La télévision rend réel. C'est comme beaucoup de gens qui travaillent à la télévision. J'en ai vu des comédiens, j'ai connu le milieu du théâtre, et j'ai entendu parler de gens qui perdent leur job et qui dépriment longtemps. Ils n'ont plus leur image. Ceux qui perdent leur image. Et tu as ceux qui, ou celles qui s'accrochent. Comme Michel Richard est un bel exemple. Elle s'accroche juste à cette image-là qu'elle renvoie sans arrêt à la télévision. Et d'une certaine façon, ça marche. Ça la fait vivre, ça la fait exister. Mais il y a des gens pour qui exister, s'ils n'existent pas, s'ils ne voient pas leur image à travers l'écran, pour eux, ils n'existent pas. On devient des nobody. Varol, ouais, c'est Varol qu'on dit pour Varol. Varol avait dit, Andy Varol, qui est un peintre, c'est lui qui a fait les soupes Campbell, puis tout ça, je ne sais pas si vous le connaissez, là, américain, il a fait des portraits de Marilyn multipliés. Bon. Pop art, c'est ça. Il disait, un jour, chaque citoyen humain va avoir son 15 minutes de célébrité à la télévision. Quand il disait ça, on n'avait pas encore toutes ces caméras cachées. Aujourd'hui, c'est vrai. Ici, il n'y a personne qui n'a pas été, peut-être aujourd'hui, qui n'a pas passé au moins soit une caméra de dépanneur, de banque, d'un coin à quelque part. Notre image, qu'on le veuille ou non, est véhiculée, est jetée sur des écrans, est jetée dans des cassettes à quelque part qui ne sont peut-être pas développées. C'est pas juste la popularité que je parle, c'est qu'on vit dans ce monde-là. Nos images ne nous appartiennent plus, d'une certaine façon. On vit dedans. Vous savez que les Indiens, les Amérindiens, quand ils ont vu les premiers Kodak, ils ont sauté dessus. Pour eux, être représenté en image, ça voulait dire on vole notre âme. Si on admet ce principe-là, à quelque part, notre âme, elle se promène beaucoup, présentement. On vit dans ce monde-là qu'on existe par cette image-là, même, comme je disais, comme certains. Pensez aujourd'hui cette multiplication des vidéos aussi. Donc, ceux qui ont des caméras eux-mêmes, là, il y en a une là je suis capté, piégé par ce truc. Ça fait pas mal. Mais, à quelque part, ça devient plus réel parce qu'on l'enregistre. Donc, moi, je pense à tous ceux, c'est ça, les enfants aujourd'hui, dans certaines familles, ils n'existent à travers les vidéos qu'on a prises depuis leur naissance, même dans la chambre d'hôpital, où ils sortaient du ventre de leur mère, c'était vidéo par le père. Et là, toute leur vie, leurs anniversaires, jusqu'à aujourd'hui, ils pourraient vous donner une bande de toute leur vie. Notre vie est déjà le film de notre vie est déjà sur un écran, d'une certaine façon, pour beaucoup de personnes. Sans compter les photographies, évidemment, hein, aussi, qui sont là. Je parlais des simulacres. C'est un philosophe qui s'appelle Démocrite, un philosophe grec, un des philosophes d'ailleurs beaucoup plus célèbres à son époque que Platon et Aristote, qui a donné en gros, on doit à Démocrite le terme d'atome. C'est un philosophe matérialiste. Mais il y avait une étrange théorie sur les images, il appelait ça les simulacres. C'est-à-dire que pour lui, lorsqu'on reconnaît, disons, si je vois la chaise, si je me ferme les yeux, l'image de la chaise, parce que je l'ai regardée, il croyait que c'était matériel, parce que je l'ai regardée, j'ai envoyé des atomes très, très fins qui font qu'elle existe maintenant en soi tout seul. Si je la regarde, c'est que je la recapte. Et il appelait ces images rémanentes des simulacres. Et je trouve que c'est ça. Je fais juste ce parallèle-là. Je n'entrerai pas trop dans les détails. Mais à quelque part, justement, on vit dans des images de nous-mêmes qu'on a vues soit sur écran, en photographie, ainsi de suite, que ce soit dans un miroir. On vit dans l'image beaucoup plus qu'anciennement. Beaucoup plus
que jamais, même dans toute l'histoire. On vit dans des doubles de nous-mêmes. On vit donc dans des doubles, ce que les Allemands romantiques appelaient Doppelgänger, c'est-à-dire des doubles. C'est l'histoire un peu fantastique que vous rencontrez votre double à un coin de rue, là, tu sais, pareil à vous autres. Bon. Ce qui n'est pas très bon dans les contes romantiques, d'ailleurs. Mais, en quelque part, c'est ça, toute cette multiplication-là des doubles et des images. Jusqu'à quel point, donc, on peut atteindre, appelons ça, la vérité de nous-mêmes, le réel de nous-mêmes. L'autre mythe dont je voudrais vous parler par rapport à ça, qui pour moi, je ne sais pas, est-ce que c'était... C'est moi qui le regarde un peu comme ça, parce qu'on l'a interprété de toutes sortes de façons. C'est le mythe dit de la caverne de Platon. Le mythe est le suivant. Il faut que vous imaginiez que vous êtes assis, que vous regardez un écran en arrière, une paroi en tout cas. Disons que je ne suis pas là. Vous regardez la paroi et vous ne pouvez pas vous retourner vers l'arrière. Vous êtes paralysé ou enchaîné, d'une certaine façon. Sur la paroi, il y a des ombres qui bougent. Et quand vous êtes seulement le regard est vers la paroi, il y a seulement ça de réel. Platon, il va imaginer un mythe de la connaissance comme ci. La plupart des gens, on est ignorants. Et ce qu'on va voir d'abord, on est comme fasciné par ce qui nous apparaît devant nous. Qu'est-ce qui produit ça? Qu'est-ce qui produit ces images sur le mur? Platon imagine en arrière des spectateurs un muret, un mur. En arrière de ce mur-là, il y a des marionnettistes, des porteurs d'emblèmes, des gens qui, au-dessus du muret, comme un spectacle d'ombre, là, si vous voulez, lèvent des marionnettes, des personnages, des objets, et ainsi de suite, parce qu'en arrière d'eux, il y a un feu, un énorme feu, donc ça projette les ombres au-dessus du muret, sur le mur. Les gens, donc, qui sont assis face à ça, croient que c'est ça qui est réel. La connaissance pour Platon est la suivante. Une déité X, il ne le dit pas d'ailleurs, un homme, ou peut-être une femme, à un moment donné, est appelé à se lever, à se retourner vers l'arrière et s'aperçoit qu'il y a un feu, qu'il y a un muret. Son premier mouvement va être très difficile, c'est de laisser la fascination des images qu'il y a devant lui pour aller vers l'arrière, voir ce qui se passe. Et là, il va avoir une montée, une sorte d'initiation. Il traverse donc le monde des spectateurs, il traverse le muret, il reconnaît les marionnettistes, il s'aperçoit du feu, il y a un chemin qui ouvre et il voit qu'il est dans une caverne. Et là, à l'envers, au bout, il y a une ouverture pleine de lumière. Il s'en va dans la lumière et là, il trouve le soleil de la vraie connaissance. Il en est transformé. Il rencontre des initiés, si vous voulez, à la connaissance. Alors là, il y a le choix. Ou il reste là, dans son monde de savoir, dans sa tour d'ivoire, peut-on dire, ou il revient vers les gens qui sont assis prisonniers pour les libérer, pour leur dire qu'ils sont fascinés. Alors, il revient vers l'avant, et là, il se lève et il se tourne vers les gens et leur dit, vous devriez vous retourner si vous le voulez. Il y a une force qui va vous aider à vous libérer de vos chaînes, à vous libérer de votre paralysie, et vous pouvez aller connaître le vrai savoir. Vous ne serez plus fasciné, trompé par les illusions qu'il y a sur le mur. Et Platon ajoute, très réaliste, celui qui fait ça va se faire taper dessus. Ça a toujours été le sort des philosophes qui ont voulu vraiment parler. Il parlait un petit peu pour lui. Vous voyez, c'est quand même un mythe fascinant. Moi, ce que je trouve fascinant, c'est que ce monde-là, donc, d'images, ressemble un peu. On est, vous savez, encore une fois, je veux dire, on est comme dans un aquarium, surtout quand on regarde la télévision ou le cinéma. On est paralysé. Paralysé, on ne bouge pas, sauf pour manger des croquettes ou je ne sais pas quoi, là. Mais à quelque part, il y a quelque chose là qui nous dit qu'on peut se lever, et non pas, donc ça ne veut pas dire jeter à la télévision, c'est-à-dire avoir un autre point de vue que celui de la télévision, que celui des images collectives qui nous sont envoyées.
parce qu'on a fait une démarche individuelle pour atteindre le savoir pour la vraie connaissance. Alors, à ce niveau, dans cette perspective-là, pour moi, ce qui est le prolongement de ça, du système nerveux, c'est le prolongement du système nerveux en état de rêve. Si nous sommes si fascinés par les images du cinéma, par les images de la télévision, c'est que chaque nuit, il y a un processus qui met en entier notre système nerveux en marche, et ce système nerveux-là nous donne des rêves qui nous semblent une réalité virtuelle, mais quand on en prend conscience et quand on vient encore plus loin, qu'on devient lucide en rêve, on y trouve la lumière vraiment de sa propre connaissance. Mais pour ça, il faut apprendre à savoir c'est quoi le monde du rêve, comment l'interpréter, comment le vivre et comment être lucide en rêve aussi. Et vous voyez, quand je dis ça, ce n'est pas un message qui peut être collectif, puisque ça renvoie à chaque monde individuel, à quelque part. À chaque monde personnel, comme tel. Et c'est très difficile à vendre au collectif, sinon, d'après moi, puisque j'en parle depuis au moins 20 ans, sinon en disant, oh oui, utilisez vos rêves, vous pouvez faire de l'argent, vous allez trouver l'amour, vous allez faire... hein? Il y a ce message-là quand on lit certains livres sur les rêves, là. Comprenez vos rêves, vous allez être plus heureux, plus ci, plus ça. Le monde du rêve, comme dit Jung, on commence par se regarder. On regarde notre ombre, notre côté sombre, notre côté qui n'est pas développé encore, et c'est très difficile. C'est donc, à quelque part, le côté de créer un monde intérieur face au monde extérieur. Si on n'est pas capable d'avoir un monde intérieur, notre monde est vide intérieurement, et à ce moment-là, le monde extérieur nous remplit. On vit en fonction du monde extérieur, en fonction du fait que est-ce que je peux consommer, est-ce que j'ai de l'argent, est-ce que l'idéal de ce monde-là, c'est jeune, riche, en santé. Hein? Jeune, riche et en santé, et sinon faire partie du jet-set. Tous les potins, il y a des émissions là-dessus, les gens vivent là-dessus. C'est notre monde aujourd'hui. Hein? On ne veut pas vieillir, on ne veut pas être vieux, on n'a plus de sagesse des vieux. C'est les jeunes. Tu apprends que Britney Spears s'est mariée puis elle a divorcé en 48 heures. Quelle nouvelle! Et pourtant, ça a fait le tour de la planète. Une petite conne qui fait une connerie, et ça fait le tour de la planète, et on en parle. Parce qu'elle est une vedette. Hein? Parce que son icône est à la télévision. Donc, la télévision a fait des dieux, d'une certaine façon. Il y a une sorte de hiérarchie qui se fait à la télévision avec le monde des vedettes, où, même si on veut être tout égal, la plupart des gens, ils viennent du monde ordinaire, et là, la nouvelle hiérarchie se fait. C'est un peu territorial. Les chefs de horde, si vous voulez, ou les cheftaines, montent, deviennent des images, et là, si vous restez là, vous avez du temps, donc, de plus en plus, et là, vous devenez célèbre, vous faites partie d'un autre strate social, d'une certaine façon. Alors, on est dans ce monde-là, comme tel. Alors, jusqu'à quel point, justement, je vais essayer de vous en parler dans la deuxième partie, jusqu'à quel point, qu'est-ce qui peut contrer ça? Je crois que c'est cette voie-là. Il y a peut-être d'autres voies, là, mais enfin, c'est celle que je défends. C'est l'hypothèse que j'ai, c'est même cette fascination-là qu'on a pour les images à la télévision, c'est parce qu'on a un écran intérieur qu'on ne veut pas voir. Il se projette dans l'écran extérieur. Ce qu'on veut voir, au fond, ce n'est pas la réalité dans les écrans, c'est le rêve. Dans le monde du rêve, on n'a pas de distance. On peut se promener sur ces planétaires. Tu peux aller dans le cosmos si tu veux. Tu peux l'éviter, il n'y a pas de gravitation. Tu peux flotter, voler, et ainsi de suite. Et je dis on peut, mais on ne peut pas le faire volontairement. C'est une grande différence. Mais vous savez pourquoi? On est fasciné, ou enfin, beaucoup de gens sont fascinés par ces films de Superman, de Spider-Man. Hein? Ils échappent aux normes habituelles. Ils transcendent, si vous voulez, les humains, c'est des surhommes, donc ils transcendent la gravitation. Ils deviennent comme des anges, noirs ou blancs, ils deviennent des anges. À quelque part, donc, on est fasciné par ça. Et pourtant, dans le monde du rêve, c'est ce qui se produit. On peut, d'une certaine façon, je vais en parler tantôt, on peut aller un peu plus loin avec ce qu'on appelle les rêves lucides. On peut aller un petit peu plus loin dans appelons ça la maîtrise du monde onirique.
C'est un univers, comme dit Jung, qui est aussi vaste que le monde extérieur. C'est l'univers intérieur, où on est notre propre Dieu, notre propre monde, notre propre metteur en scène, et ainsi de suite, mais toujours soumis, d'une certaine façon, appelons ça une force suprapersonnelle, que Jung appelle le soi. Appelez ça parcelle de divinité ou de la grande déesse. Il y a quelque chose, parce qu'on ne dirige pas nos rêves comme on veut. Je me couche, puis je peux bien fantasmer. Il y a une différence entre le fantasme et le rêve. Le fantasme, rêver, c'est pas fantasmer. Fantasmer, c'est je vais gagner 1 million, puis je vais faire, puis là, mais qu'est-ce que je vais faire avec son fantasme? Rêver, c'est je rêve, par exemple, que je gagne 1 million, mais il faut l'interpréter. Je me souviens d'un bonhomme qui avait rêvé ça. Il rêvait qu'il gagnait 1 million. Puis dans son rêve, il allait emporter à sa mère et à son frère. Il dit, penses-tu que je vais le gagner? Ben, j'ai dit, achète-toi un billet de loto. Il l'a fait. Il n'a pas gagné, il était en maudit. J'ai dit, si tu le regardes de cette façon-là, ce que ça t'apprend, c'est que tu voudrais beaucoup donner à ta mère et à ton frère, puis tu ne sais pas quoi. Ça a plus de sens que de dire, je gagne 1 million, puis je donne. Ça voulait dire qu'il y avait une certaine... Il ne savait pas comment leur donner peut-être son affection, et ainsi de suite, vous voyez. Mais comme je dis souvent, c'est très curieux que si on rêve qu'on gagne 1 million, on veut que ce soit réel. Puis si on rêve qu'on soit un coup de pied dans le cul, on se demande c'est quoi le symbole. Tu sais. Il y a quelque chose assez rapide là-dessus. Alors, je finirai la première partie là-dessus. Puis la deuxième, je vais insister sur c'est quoi le monde du rêve et on va revenir avec la notion d'écran, si vous voulez, d'écran de participation en particulier. À moins qu'il y ait des questions tout de suite, des remarques, non? Bon. C'est pas une question, c'est peut-être un commentaire, puis je demanderai une réaction. La télé dans le temps des fêtes, un poste américain, vers 22 heures. Pendant, je crois, une demi-heure, tout ce qu'on voit à l'écran, c'est un feu de feu. C'est lieu de feu. Il y a peut-être eu TQS, mais c'était vraiment un PBS Vermont, quelque chose de je dirais un simulacre de convivialité, Ouais. tout à fait artificiel. Une participation à l'esprit des fêtes. Oui, c'est ça. Par la télé. Oui, mais c'est un peu ça. C'est ça, la participation, le fait qu'on voit un feu à l'écran, qu'on n'a pas. Mais si vous pensez encore à ces reflets qu'on voit dans les vitres de toutes les maisons, c'est comme un foyer, je veux dire, la télévision. C'est vraiment, si des extraterrestres arrivent et ils nous demandent qu'est-ce que vous adorez, s'ils regardent, là, s'ils veulent, ils vont dire, ils adorent une boîte qui envoie des images. On est là, on en est là, d'une certaine façon. Je me souviens d'avoir vu le plan d'une ville, une des premières villes, qui s'appelait Turuk, je crois. C'est dans le nord de l'Inde. C'est très, très ancien, ça remonte à 6000 ans, je crois, une des premières villes. Et dans toutes les habitations, il y avait un petit carré à quelque part, puis c'était marqué S. Les archéologues avaient dit, là, il y avait toujours un petit sanctuaire dans chaque maison, comme en Égypte aussi. On avait toujours un endroit, ou en Chine, un endroit pour les ancêtres, ou un petit hôtel, si vous voulez. Mais si vous pensez aujourd'hui, c'est la télévision. Et elle devient même le foyer de lumière qui rassemble les gens autour, comme tel. En même temps, la télévision est froide. Vous savez que des enfants, aujourd'hui, la majeure partie des enfants passent plus de temps devant la télévision qu'avec leurs parents. Et c'est donc dire que même certains enfants arrivent à avoir des traumatismes s'ils n'écoutent pas la télé, s'ils n'ont pas la télé. Ils fonctionnent mal parce qu'ils sont tellement habitués à ça. Je sais qu'au Japon, on a fait une expérience, à un moment donné, on a pris une centaine de familles et on leur a dit, bon, on va étudier des familles qui n'écoutent plus du tout la TV, des familles qui vont l'écouter beaucoup moins, 50 de ce qu'ils écoutaient, puis un autre groupe, donc, qui écoute la télévision, pour voir s'ils se rapprochaient. Le groupe qui s'est le plus rapproché, c'est le 50 Le groupe qui n'écoutait pas la TV, il était tellement mal, il ne savait plus quoi se dire, il ne savait plus quoi faire. Donc, ça n'a pas rapproché, ça a créé de la chicane. Tandis que le diminuer 50 il y avait le nanam de la TV quand même, donc ils pouvaient se parler quand il y avait moins de moyens, puis là, et les autres, bon. Et ça fait ça, je veux dire.
J'ai eu des articles dans toutes sortes de revues. Je veux dire, la télévision fait que les familles se parlent moins. C'est le biais de la TV où les gens se rassemblent. Mais les problèmes, justement, les problèmes à l'intérieur des familles sont différents. Donc, de créer un foyer, c'est encore vendre, c'est la participation qui joue, effectivement. Et je crois même qu'il y a il me semble que j'ai lu la nouvelle, qu'il y a une station de TV qui va avoir juste ça. Avec différentes variantes de foyers, j'imagine. Mais, c'est ça. Paraît-il, pour 24 heures. Et que c'est en marche à quelque part, là, il y a une station qui veut faire ça. Parce que c'est ça, les gens, là, ils sont en train de pouf, ils se mettent le foyer, puis ils le laissent là. Mais moi, j'avais une question. Ouais. Je pense que vous y répondez là, quand vous parlez là, du mur de feu, des marionnettes, etc. Mais qu'est-ce qui fait qu'on est... en tout cas, qu'est-ce qui fait que je suis paralysé quand je regarde la télévision? Puis on dirait je pense que peut-être que tu perds ton jugement, mais surtout après, puis là, je pourrais prendre l'exemple du cinéma, puis souvent, après le cinéma, on se pose tout de suite la question de savoir quel était le message. Parce que si on se pose la même question dans une heure, je ne me souviens même pas du titre. Oui. OK? Alors, avec la télévision, c'est un peu le même phénomène. Oui. Je trouve que la rétention n'est plus là. Tu retiens rien. C'est un divertissement, comme Chomsky disait. Vous avez sûrement vu aussi Chomsky, hein? Pas à peu près. Puis, je trouve, ça l'aide tout simplement pas au développement de l'intellect. Pourquoi? Là, vous allez me parler des marionnettistes, du mur de feu. Mais techniquement, qu'est-ce qui fait qu'on devient un peu comme des somnambules? Ben, c'est ça, la deuxième partie dont je vous parlais, le monde du sommeil paradoxal, on est paralysé. Donc, quand on retrouve cet état-là, on retrouve une forme de paralysie semblable à ce qu'on a chaque nuit au moment du sommeil paradoxal, au moment du rêve. Parce qu'on ne rêve pas tout le temps. Je ne sais pas si vous connaissez un peu la biologie, mais c'est de ça que je veux parler tantôt. Je vais vous répondre. Le REM. Oui, c'est ça, REM, Rapid Eye Movement. C'est ça. Et vous savez bien, quand on voit un très, très bon film ou un très, très bon spectacle, on a l'impression que le temps a passé comme ça. Vous pouvez voir un show de 3 heures, pouf, on a l'impression que ça a passé tout d'un coup. Puis quand c'est plate, c'est une longue quelque chose de rare. Mais quand c'est bon, et là, on se réveille littéralement après un bon show. On se réveille. C'est comme, ah, c'était merveilleux, puis là, on peut en parler, mais ainsi de suite. Mais on voit d'ailleurs, aller au cinéma, mettez-vous un peu en arrière, et voyez, quand c'était un bon film, j'étais voir Le Seigneur des Anneaux. Et à un moment donné, je regardais les gens, j'étais un peu en arrière, et c'est ça, c'est... Surtout maintenant qu'ils enveloppent, là. On dit que l'autre pas qu'ils vont faire, ça va être l'holographie, c'est-à-dire en trois dimensions. C'est pas beaucoup plus tard, là, mais probablement que ça va arriver. Mais je me demande si ça va être aussi prenant, parce que là, parce qu'on manque un peu de la troisième dimension, il faut encore que notre imagination entre en jeu pour la faire, d'une certaine façon. Et dans ce sens-là, on participe encore. Là aussi, McLuhan avait une très bonne idée. Il disait que je vous disais que le prolongement du pied, c'était la roue. Il disait que le cinéma, c'était le prolongement aussi de la roue. C'est-à-dire, donc, vous avez le pied, la roue et le cinéma. D'après lui, on devrait écouter le cinéma couché sur le dos et que ça nous défile au-dessus. Et il dit, au fond, au cinéma, c'est comme, on commence un voyage, nous, on est immobile, puis c'est le film qui passe au-dessus. Mais ce serait il dit, ce qui nous fascine, c'est le contraire. C'est comme si on avait... Je ne suis pas dans un train, on voit un paysage. Il dit, c'est ça qui arrive, au fond. On est aussi fasciné parce qu'on ne peut pas bouger. Et là, on a le spectacle qui nous roule dessus, continuellement. Ça, c'est pour le cinéma, plus que le cathodique, si vous voulez. Bon, je vais vous donner quelques informations à propos du sommeil paradoxal. Il y en a qui ont déjà entendu, mais enfin. Vous savez que vers la fin de la guerre, donc dans les années 1945, la télévision, on a découvert comment envoyer des signaux électroniques par la télévision. En même temps, on découvrait que la nuit, on rêvait, et que le rêve ne vient pas de l'extérieur et que ce n'est pas aléatoire, c'est-à-dire le monde du rêve. Les images le sont, mais pas le monde du rêve. On a posé des électrodes sur le crâne de certains cobayes humains. Et on faisait des études donc sur le sommeil pour savoir qu'est-ce qui se passait avec le cerveau la nuit. On avait toujours cru qu'au fond, quand on ferme les yeux et qu'on s'endort,
Le cerveau, donc, les liens se désynchronisent d'une certaine façon, puis ça devient une sorte de masse confuse, et puis qu'à un moment donné, il y a des rêves qui peuvent apparaître ou non, comme tel. Ce qu'on s'est aperçu, c'est pas ça, c'est que la nuit, c'est vraiment un cycle qui marche aux 90 minutes, à peu près. À savoir que quand on s'endort, il y a des stades pour arriver au sommeil profond. Alors, il y a un premier 10 minutes qu'on appelle hypnagogique. Je ne sais pas s'il y en a qui ont pris conscience de ça, mais quand on s'endort, on a comme des flashs, parfois c'est géométrique, mais toutes sortes d'images qui viennent de n'importe où. C'est un des premiers signes du sommeil. Là, vous allez avoir 4 paliers. Stade 1, stade 2, stade 3, stade 4. Et là, le cerveau supérieur, néocortex, se désynchronise. Peu à peu, on voit que les ondes deviennent plus lentes par rapport à des ondes de stade d'éveil. Et peu à peu, ils deviennent plus aléatoires. C'est-à-dire qu'il y a des pics, mais selon un rythme très lent, qu'on appelle les ondes alpha, bêta, ainsi de suite. Mais c'est juste pour vous dire, quand on dort, c'est vraiment comme si on descendait un escalier. Premier stade, on s'endort un petit peu. 2, on s'endort un peu plus profondément. 3, encore plus. Et 4, c'est le sommeil profond. C'est là qu'on dort vraiment quand on va avoir du repos. Et ça, c'est dans la premier cycle 90 minutes de nuit, quand vous vous endormez. Et quand on veut bien reposer, toutes les études ont montré que c'est là qu'il faut atteindre le sommeil profond. Si on n'atteint pas le sommeil profond dans notre première heure de nuit, on va se réveiller fatigué le lendemain. Donc, c'est dans les premières 90 minutes. Alors, ça va durer à peu près 90 minutes. Donc, chacun à peu près 20, 25 minutes, une demi-heure. Et là, le stade 4, c'est sommeil profond. Ce qu'on s'est aperçu en étudiant donc les encéphalogrammes, c'est qu'après le stade 4, pouf, il semble que le cerveau soit éveillé et les ondes sont plus actives qu'en état d'éveil. Et si on réveille, 90% des gens réveillés dans ces cas-là nous rapportent un rêve. On l'a appelé donc sommeil paradoxal, paradoxe, parce qu'il semble que le cerveau soit éveillé et pourtant on est endormi. On appelait ça REM aussi, Rapid Eye Movement. Quand on rêve, nos yeux balaient le champ visuel qu'il y a dans le rêve. Au début, on croyait que ça donnait, et ça marche à 80%, mais pas tout le temps. S'il y a une partie de tennis en rêve, bien, les yeux ils font tout, ils suivent la balle. Donc, on est dans un monde intérieur où nos yeux agissent comme si ce qu'ils voyaient était réel à ce moment-là. Si vous regardez au loin, l'iris se dilate, puis ainsi de suite. Si vous descendez des escaliers, mais ça fait ça, Bon. Ça, c'est un des premiers signes. Les signes, donc, on ouvrait les paupières avec des petits clips, puis là, on voyait les yeux ballottés, comme tel. Il y a d'autres signes au moment du sommeil paradoxal. On parlait tantôt de paralysie, et c'est là. Au moment où on quitte le stade 4, en arrière du cerveau, il y a une petite zone, qui envoie des neurotransmetteurs qui vont paralyser les muscles du corps. On ne peut pas bouger quand on est en train de rêver la nuit, en sommeil paradoxal. Pourquoi? Parce qu'il y a vraiment un déclenchement de neurotransmetteurs qui vont bloquer l'inhibition, qui donc vont provoquer l'inhibition musculaire. Ça va durer tout le temps du rêve. Quand le rêve arrête, il y a un autre neurotransmetteur qui bloque ces neurotransmetteurs-là et qui fait qu'on bouge au moment où on dort, dit profondément. Mais quand on rêve, on rêve paralysé. Les muscles sont paralysés, sauf le bout des doigts, le bout des orteils, et chez les hommes sont en érection, et les femmes ont des sécrétions, que ce soit le bébé et jusqu'au vieillard. Une des conséquences de ça, c'est qu'on a pu vérifier s'il y avait de l'impuissance réelle ou psychologique, si vous voulez. Alors, on regarde quelqu'un, un homme, par exemple, les cas d'impuissance. Si durant la nuit, on peut vérifier qu'il y a une érection durant le sommeil paradoxal, ça veut dire que ce n'est pas un problème physiologique. C'est un problème psychologique. Et on travaille là-dessus, d'ailleurs, à ce niveau-là. Il y a un centre, hein, à Montréal, il y a des centres de sommeil. On étudie à l'hôpital du Sacré-Cœur, puis à l'hôpital, Royal Victoria. Il y a des centres et c'est des gens reconnus à travers le monde hein, qui travaillent sur le rêve, sur le sommeil aussi, les troubles du sommeil. Donc, il y a d'autres signes. Si on regarde, quand on court en rêve, notre cœur bat aussi vite que son cours en réalité.
Ça veut dire donc que l'action qu'il y a dans le rêve nous semble réelle. C'est pourquoi aussi, ça a fait qu'on a appris aux cardiaques à devenir lucides en rêve pour baisser leur taux de battement de cœur. Ça s'apprend, paraît-il, ça marche. Parce que c'est ça, on meurt au petit matin. La dernière partie du sommeil, c'est la partie où le corps devient le plus froid, où on a la plus longue période de rêve. Et c'est à ce moment-là, donc, si on a des rêves très vivaces ou très forts, que le cœur va battre le plus vite. Donc, si on court, si on fait l'amour, si on a peur, on se débat, se réveiller d'un rêve à moitié cauchemardesque, le cœur, il vous déborde, tu sais. C'est donc dire qu'on vit la réalité du rêve est vécue comme réelle. Ben, la réalité du rêve est vécue comme réelle. Bon, un beau pléonasme. Le cerveau, en tout cas, semble considérer le monde du rêve comme réel. Les seuils sensoriels sont baissés. En rêve, au moment du sommeil paradoxal, notre seuil auditif baisse de 80 %. Notre seuil, évidemment, visuel, on regarde. Notre seuil de toucher aussi va changer. C'est pour ça que beaucoup d'expériences, et ça remonte même avant la découverte du rêve, au niveau neurobiologique, tous les essais de faire, si on pique quelqu'un en rêve, est-ce que la personne s'en aperçoit? En rêve, très souvent, tu es piqué, ben, on doit être l'imaginaire, donc on va dire, bon, ben, tu es piqué par une abeille, un thon, n'importe quoi. On refait la réalité selon... Hein, ça a dû vous arriver, le matin, vous êtes en train de rêver, puis là, vous entendez le téléphone. C'est votre cadran qui sonne. C'est comme, ça va arranger. T'sais, on ne rêve pas que le cadran sonne, on rêve qu'il y a le téléphone, qu'il y a un dring-dring à quelque part. On dirait que c'est toujours déformé d'une certaine façon, quelque part. Alors, à ce niveau-là, donc, au niveau du cerveau, il y a autre chose aussi qui est très important, c'est que le cerveau, on a dit qu'il était aussi, sinon plus actif qu'en état d'éveil. On appelle ça un orage cérébral. Les parties qui sont les plus actives, c'est ce qu'on appelle le système limbique avec l'hypothalamus. Et ce qu'on s'est aperçu, c'est qu'une bonne partie du sommeil paradoxal c'est une des hypothèses, parce que même aujourd'hui, ça fait donc quasiment 25-30 ans qu'on a découvert ça, on se pose, les neurobiologistes se posent des questions sur l'utilité de ce moment-là, pas les psychologues ou Jung ou ceux qui s'intéressent aux rêves. Ils se demandent, parce qu'il y a une théorie pour vous dire, il y en a qui vont dire, quand ça arrive, là, le sommeil paradoxal, la nuit, là, ils appellent ça la machine à laver, au fond. C'est que le cerveau, il brasse toutes sortes d'affaires, tu sais, comme un moteur que tu rinces, tu sais, d'auto. Tu sais. Alors, peu importe les images, on y donne un sens parce qu'on veut y donner un sens. Bon. Mais si on suit encore une fois, donc, les souvenirs à court terme et à long terme sont... comment on dit ça en termes de programmation, là, sont mis en mémoire et consolidés durant le sommeil paradoxal. Si la veille ou l'avant-veille, vous avez fait un apprentissage de quelque chose, si votre apprentissage, vous l'avez fait pleinement, vous allez avoir plus de sommeil paradoxal. Et l'apprentissage va s'intégrer, si vous voulez, va passer à la mémoire à long terme. C'est comme ça qu'on s'aperçoit que des enfants qui dorment beaucoup. Avant, on se demandait est-ce que c'est bon que les enfants... on s'est aperçu que les enfants dits doués, les plus doués, dorment beaucoup. La plupart, en tout cas. Parce qu'ils ont plus de sommeil paradoxal, ils intègrent plus les données mémorielles à ce moment-là. C'est assez étonnant, le sommeil paradoxal. Si toutes les drogues diminuent le sommeil paradoxal, y compris l'alcool. C'est pas très bon de se saouler la veille, vous allez avoir moins de sommeil paradoxal. Quand on passe une nuit blanche, le surlendemain, donc, on va dormir, c'est comme s'il était mis en banque. On va avoir plus de sommeil paradoxal 2 jours plus tard. On va avoir plus de sommeil paradoxal si, par exemple, un alcoolique arrête de boire, ça, des études ont été faites. Au bout de 3 mois, si son sévrage est bon, le sommeil paradoxal, qui semble avoir perdu parce qu'il buvait, revient et va avoir 10 à 12 % de plus. On s'est aperçu que des femmes divorcées qui prennent bien leur divorce ont plus de sommeil paradoxal dans les mois qui suivent. Ça joue donc sur l'apprentissage.
Il y en a qui cauchemardent, en fait. Chez le bébé, un bébé humain là, qui naît, le fœtus commence à rêver en état de sommeil paradoxal à l'âge de 3 mois. Je ne sais pas s'il y en a qui ont vu des petits chats, des petits chatons qui sortent de la maman. Bien, les petits chatons, ils ont les yeux fermés puis ils bougent. Ils sont en état de sommeil paradoxal. Donc, on se demande s'il y a un fœtus qui rêve, à quoi rêve-t-il? Alors là, la théorie veut qu'il se prépare à des mécanismes de comportement humain pour plus tard. Je vais y revenir tantôt là-dessus. D'autres, ils disent c'est juste pour faire marcher le cerveau. Mais pourquoi il n'y a pas un autre mécanisme? Pourquoi c'est dans le sommeil paradoxal? Des petits bébés rats, ils vont passer 3 semaines en état de sommeil paradoxal avant de passer à un état d'éveil comme tel. Mais qu'est-ce qui alimente le sommeil paradoxal? Jusque je vous ai perdu, là. Oui. Qu'est-ce qui alimente le sommeil paradoxal? C'est comme de dire, comment je veux dire ça? Le sommeil, c'est pas juste se reposer, il semble y avoir dans toute notre nuit de sommeil des moments où notre programme génétique s'active, nous envoie des images, et la théorie, une des théories veut que c'est pour reprendre le programme génétique parce que notre programme génétique n'est pas coulé dans le béton. Quand un bébé crocodile naît, il est crocodile déjà long de même, puis il va être crocodile comme ça. Il a son programme génétique, puis il ne dévie pas. Nous, on a une certaine marge par rapport à nos comportements. On a fait beaucoup d'études avec les chats parce que les chats rêvent. Pour ça, quand on dit les chats dorment, ils rêvent. C'est l'animal de laboratoire pour les rêves. On peut empêcher le sommeil, l'inhibition musculaire, donc la paralysie. Il y a un truc, là, avant on le faisait avec la chirurgie, maintenant on peut donner, même chez des humains, on peut travailler ça parce que des gens, en tout cas, je vais revenir là-dessus tantôt. On peut donc, chez un chat, empêcher l'inhibition. Ce que le chat fait, il semble être somnambule en état d'hallucination. Il fait son programme génétique. Il fait le gros dos, il a l'air à chasser, il se met en état d'alerte, il flaire. Il fait ses comportements de chat. La théorie, c'est que les humains, on est rendu tellement plus loin dans la liberté qu'on a par rapport à notre code génétique, notre programme génétique de comportement, que chaque nuit, notre code génétique, au fond, provoque le monde du rêve pour nous ramener aux bases instinctuelles de nos émotions et de nos instincts. Aux bases instinctuelles de nos émotions. Et à ce moment-là, donc, il y a un déclenchement de beaucoup de choses instinctuelles. C'est pour ça qu'en rêve, on court, on fuit, on fait l'amour, on a peur, hein, on vit des émotions très fortes habituellement. La majeure partie de nos rêves, c'est dans nos relations. Surtout, on dirait que ça suit un peu le mode de comment on vit. Par exemple, j'ai lu une étude en France où on a étudié les rêves de 10 000 personnes dans toutes sortes de milieux. Bien, qu'est-ce que vous voulez? Le fermier rêve à son tracteur. Le banquier a son argent. Hein? Chaque métier va rêver selon sa région, selon le chasseur dit primitif va rêver qu'il fait de la chasse. Hein? En même temps, ce qu'on s'aperçoit, c'est que ça semble, si le comportement est bon pour la survie, il semble donc avoir une consolidation de ce comportement-là. Ça va aussi loin que maintenant, on peut devenir lucide en rêve. Il y a des études qui l'ont montré, je peux vous le dire, je l'ai fait. On peut apprendre à devenir lucide en rêve. On peut apprendre de nouveaux comportements en rêve. Par exemple, moi, j'ai corrigé mon service au tennis en rêve. C'était très bon à un moment donné. Puis maintenant, là. Mais à l'époque, je me souviens d'avoir rêvé, je m'endormais, je disais, il faut que je corrige mon service, il faut que je corrige mon service. Et finalement, dans le rêve, ça m'a montré une aiguille, puis il faut que tu l'envoies tout le temps à E5. Un bon service, tu n'envoies pas ça tout droit en haut, tu envoies ça juste à E5 d'une horloge. Et je voyais l'horloge. Et ça s'est fait comme automatiquement de l'envoyer. Pouf, en tout cas, ça a amélioré mon truc. Mais il y a des livres au complet sur comment utiliser les rêves pour s'améliorer dans toutes sortes de domaines. Tout ça pour vous dire quand même que c'est un état qu'on ne veut pas, qui n'est pas volontaire, qui nous arrive malgré nous. Et durant toute une vie, on passe 5 ans de notre vie, si on la comprimait, le monde du rêve, en état de sommeil paradoxal. C'est quand même une période de vie qu'on pourrait utiliser. Et cette période-là de vie, c'est une période où on vit dans notre monde, comme je disais tantôt, dans notre monde d'images personnelles. C'est notre monde à nous.
Et ça semble s'occuper de savoir, et c'est la théorie un peu de Jung, est-ce qu'on est à côté de notre comportement humain profond? Est-ce que, en tant qu'être humain, je suis à côté de mes pompes? Par exemple, beaucoup de rêves vont travailler sur j'appellerais ça la vérité des émotions. Ça fait 20 ans au moins que je reçois des gens et que je travaille avec des rêves. La majeure partie des rêves nous parle de est-ce qu'on était vrai ou non dans nos émotions? Est-ce que c'est trompé dans nos émotions ou non? Si, par exemple, je reçois, disons, je donne toujours cet exemple-là, je travaille dans un bureau et mon boss m'engueule et j'ose rien dire. Pourtant, mon premier mouvement, c'est « moi, on va t'en sacrer une. Tu n'as pas le droit, c'est injuste. » Je ne l'ai pas fait et j'ai réprimé. Ça peut fort bien que la nuit, le comportement dit « tu n'as pas été véridique dans ton monde émotionnel. » Et là, je vais rêver que, disons, c'est monsieur, on va l'appeler monsieur Dubois. Bien, dans le rêve, la nuit, j'ai une hache et je varge sur du bois. Si j'interprète bien, parce que je n'ai pas osé frapper M. Dubois, mais vous voyez comment le déguisement du rêve me permet de taper sur du bois. Bon, c'est ça. Les rêves, c'est vraiment comme une soupape au niveau des émotions. Et ça va aussi loin qu'on peut même, à très long terme, là, c'est tout un travail d'analyse et de rêve, on peut réparer notre passé à travers le rêve. J'ai vu des gens, par exemple, qui avaient eu des difficultés énormes avec leur famille, même des gens qui avaient eu des abus, et ainsi de suite, et le rêve permettait de réparer ça. C'est-à-dire que non seulement ça consolide des souvenirs, mais les souvenirs malheureux, les souvenirs traumatiques peuvent être transformés par une action en rêve aussi, comme tel. Un homme, par exemple, il y a à peine 2-3 mois, un homme qui est venu me voir, me racontait que son père avait été un être extrêmement de discipline. Et imaginez, il travaillait, c'était une ferme, et à 5 ans, il allait traire les vaches. Tu sais. Alors, comme enfance, il n'y a pas eu grand-chose. De jeu, ainsi de suite, c'était le travail. S'il se trompait, c'était une claque ou une bêtise. Il y avait une haine et un désir de vengeance énorme par rapport à son père. Dans les rêves, ça commençait à monter, il n'osait pas s'avouer ça. Et là, dans les rêves, à un moment donné, ça a fait, il battait un être, un bonhomme qui était comme supérieur, qui était un boss, et finalement, c'était le père. Et là, il se défendait. Et à un moment donné, le père, il vient pour le frapper, là, il va le fendre en deux, il y a un bâton, une épée. Et tout s'arrête, et l'autre, lui, le regarde, son père est mort, et il dit, je te demande pardon. Et tout a changé pour lui. Il a compris que son père n'avait jamais osé parler, comme beaucoup de pères québécois qui ne parlaient pas. Mais dans le rêve, vous voyez, le personnage est venu lui demander pardon de ce qu'il avait fait. Ça l'a réconcilié avec ce qu'il avait eu. Et ça a fait que les souvenirs traumatiques restent dans le passé et non pas toujours dans le présent. Hein? En psychanalyse, Freud disait ça, je trouve la phrase très belle, c'est « on se souvient pour oublier ». On se souvient pour oublier ce qui nous traumatise encore actuellement. J'ai eu des traumatismes dans mon enfance. Si je ne suis pas capable de les régler, je vais les régler. Si je suis capable de regarder vraiment mes rêves et de transformer une partie des rêves, et les rêves vont me transformer, ils vont transformer même le passé. Ça ne veut pas dire que ça efface, mais à côté, il va y avoir une réconciliation avec le passé. Pas toujours, parce que c'est pas facile. Mais je veux revenir au monde de l'écran, c'est-à-dire que c'est donc dire qu'on a un écran dedans où on vit virtuellement à la fois notre passé et notre présent, et même si on admet un peu de ce que Jung appelle la synchronicité, même de notre avenir. Il y a quelqu'un, d'après moi, c'est pas quelque chose, il y a quelqu'un qui sait toute notre vie, de notre naissance à notre mort, en dedans de nous, et qui nous regarde. Il y a un témoin en dedans de nous qui regarde notre vie, qui dit « tu es à côté de toi-même, tu es à côté de l'humanité, de ton humanité », et qui essaie sans arrêt de corriger. Quand ça va trop loin, à quelque part, c'est « reste dans ta merde » et on va aller encore plus loin là-dedans. Vous savez, Hitler rêvait beaucoup. Il hallucinait, mais il avait très peur de ses nuits. On a même demandé, ça a sorti d'ailleurs, Carl Gustav Jung, on lui a même demandé à Carl Gustav Jung d'aller à Berlin pour traiter Hitler, parce qu'il ne dormait plus, il passait des semaines sans dormir, tellement il avait peur de ses cauchemars. Et Jung a refusé.
une chance, parce que déjà, on a dit qu'il était pro-allemand, puis ainsi de suite. Alors, imaginez s'il avait été voir Hitler. Alors, vous voyez jusqu'où ça peut aller, mais il rêvait, même, on sait, que le rêve, et c'est ça, c'est le sommeil paradoxal, donc c'est là le lieu, l'espace qui est notre espace intérieur. Ça nous est donné génétiquement. Ce qui est fascinant, ça aussi, c'est que tous les mammifères rêvent. Les animaux à sang-froid ne rêvent pas. Les poissons, ça ne rêve pas. Les crocodiles, ça ne rêve pas. Mais les requins, ça ne rêve pas. Mais les animaux à sang chaud, mammifères, rêvent, selon divers degrés d'ailleurs. Et on n'est pas au plus haut de l'échelle. Le chat rêve plus que nous. Et le champion, c'est celui qu'on appelle le paresseux. Je sais pas si vous avez déjà vu ça dans un documentaire, là. Il est accroché 20 heures après une branche, la tête à l'envers. Il est plein de puces puis plein de bébites parce qu'il ne se défend pas. Il se réveille à peu près à 4 heures, là, il broute, il va chercher, puis pouf, il retombe. Donc, lui, il passe son temps en sommeil, mais on s'est aperçu qu'il passait son temps en sommeil paradoxal. À cause de l'algérie, c'est lui qui rêve le plus. Mais tous rêvent, les baleines, ça rêve. On a fait toutes sortes d'études sur tous les animaux. Ce qu'on a remarqué, c'est que les prédateurs rêvent plus que leur proie, habituellement. L'aigle rêve plus, disons, qu'un pigeon. Un pigeon, c'est peut-être une seconde. Un moineau, c'est une demi-seconde, mais il est en sommeil paradoxal. Le tigre, le lion, ça rêve plus que l'antilope, ainsi de suite. C'est quand même, là aussi, le mot paradoxal est très fort parce que si on est si paralysé, on est extrêmement vulnérable à ce moment-là. Donc, il faut qu'il y ait une nécessité évolutionniste extrêmement puissante pour nous mettre en état de paralysie où on peut être attaqué. Là, oui, on est dans nos maisons, dans nos lits, on est protégé, mais imaginez le sapiens, puis même avant, ça devait rêver. Même si on regarde les mammifères supérieurs, ils se mettent en état de vulnérabilité. Ils sont aussi paralysés. Le même phénomène arrive chez eux. Alors donc, pourquoi il y aurait ça? C'est vraiment un phénomène d'évolution. On croit que du passage des êtres sans froid, reptiliens, jusqu'aux mammifères, il y aurait cette évolution-là où le code génétique n'est pas fixé, il se reprend à travers le monde du sommeil paradoxal. Et c'est là qu'on s'aperçoit que le sommeil paradoxal, justement, donc, nous donne cet espace intérieur-là où on peut se voir non plus sur un écran extérieur, mais sur un écran intérieur. Et pour moi, c'est ça l'hypothèse que je dis. Tant qu'on ne comprend pas qu'il y a un écran intérieur, on le projette sur l'écran extérieur et on croit que notre évolution, on est paralysé par la télévision ou par le cinéma parce qu'à quelque part, on veut recréer ou quelque chose en nous semble nous donner une exigence de recréer ce qui se passe dans le sommeil paradoxal. Donc, ce qu'on crée au cinéma, ce qu'on crée même à la télévision, je ne crois pas que c'est pour rendre compte du réel extérieur, ça essaie de mimer le monde intérieur du sommeil paradoxal. Et plus un film, ou quand je disais tantôt, plus c'est bon, plus ainsi de suite, on s'aperçoit justement qu'on semble retrouver directement ce qui se passe dans le sommeil paradoxal. Nos seuils auditifs par rapport à l'extérieur sont baissés. On est focusé sur ce qui se passe à l'écran. Nos yeux ballottent en suivant les images. Et on semble paralysé. Tu sais, quand il y a un feu dans un cinéma, ça prend 3 minutes avant que les gens se réveillent, en moyenne. 2 à 3 minutes. Parce que les gens, si le film est bon, 2 à 3 minutes. On a fait des études là-dessus, là, fictives, on criait au feu, là, puis quand c'est vraiment les gens sont prêts, on n'en sort pas, vous savez bien. Même au cinéma, il peut arriver des choses, on est focusé. Donc, c'est l'hypothèse que moi je fais, que je suis sûr que d'autres ont dû faire, mais c'est dans la continuation de McLuhan. Notre système nerveux, oui, est prolongé à travers le choix des images, mais notre système nerveux, au moment du sommeil paradoxal, est prolongé à travers l'écran cathodique et les écrans en général, d'une certaine façon, ce qui nous donne une participation. Quand on regarde il y en a sûrement qui sont mis sur l'Internet, mais ceux qui sont fascinés par ça, c'est étonnant que le premier réflexe, c'est d'être comme paralysé. Il y en a qui vont passer 6 heures, 7 heures là-dessus.
Et on le sait bien chez des jeunes. J'ai eu un neveu, à un moment donné, à Noël, je me souviens l'année passée, je l'ai vu 10 minutes. Le reste du temps, il était dans ses Game Boy, puis tous les trucs. Et sa mère, ma soeur me disait, il fait juste ça. Et il participe à sa vie, lui, c'est les petits copains avec qui il peut jouer là, à 3 ou 4 là, avec des jeux interactifs. C'est ça, son monde. Son monde, c'est ça. Le reste, il trouve ça plate. L'école, il trouve ça plate. La famille, il trouve ça plate. Mais là, et surtout qu'ils ont ce nouveau savoir-là, ce savoir de pitonner, d'aller partout, puis ils sont capables de trancher, puis même de corriger des fois leur ordinateur si ça va mal. Je n'en revenais pas l'autre fois, il y a une classe, là, c'est même pas de secondaire dans une école, ils appellent ça le garage des ordinateurs. C'est des enfants de quoi, 10, 11 ans, 12 ans. Et tu peux, si ton ordinateur ne marche pas, tu peux aller là, puis ils vont te le réparer. Alors, voyez, c'est ça. Si on, c'est même, Jung le disait, il ne parlait pas des ordinateurs ou des écrans, mais il parlait de la... On est quand même des milliards sur la planète. La force de la... Appelons ça des informations collectives, la force de la collectivité, c'est énorme. On se perd là-dedans. Si on ne se sent pas individu, c'est parce qu'à quelque part, on est traversé. Il y a un poète anglais, T.S. Eliot, il appelait ça « The Hollow Man ». Il dit, on vit dans un monde d'hommes de paille. À savoir que les gens ne font pas la différence entre eux et un spectre. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas de monde intérieur. C'est comme, créer un monde intérieur, c'est vraiment créer une sphère où on peut se réfugier dans nos souvenirs, dans nos images. Et à ce moment-là, on peut résister à la consommation et à la prolifération des images extérieures. Mais il faut avoir ce choix-là, de dire chaque matin, ou à peu près, je vais essayer de voir c'est quoi mes rêves, même si j'aime pas ça au début, parce qu'au début, ça prend du temps avant que les rêves deviennent plus positifs. Au début, c'est tout ce qu'on a caché, qu'on n'a pas voulu voir. Alors, beaucoup de gens ne s'embarquent pas dans le monde du rêve parce qu'au début, c'est assez noir, c'est assez sombre. Mais quand même, c'est sombre pour soi. Il y a des gens qui m'ont dit « Ah, ben oui, mais j'ai fait tellement des rêves. » C'est votre image. Si vous regardez dans le miroir, vous voyez une verrue, qu'est-ce que vous voulez? Vous ne pouvez pas l'effacer. Elle est là. Donc, il faut accepter une sorte d'objectivité par rapport à ça, de cette subjectivité. Et encore là, c'est ce grand mystère. Si on reste dans le programme évolutif, il semble que le programme évolutif ait voulu que Moi, je vois ça comme le programme évolutif, hein, c'est un code. C'est comme un enregistrement qui tourne, puis là, ça se déroule, puis là, on a nos comportements avec nos apprentissages, et on rentre dans des engrenages de comportements, d'instincts, et ainsi de suite. On dirait que la nuit, ça se rembobine, puis là, ça repart ce qu'on a fait durant la journée ou les jours auparavant, et ça dit, oui, tu es bien par rapport à ce que tu es vraiment. Donc, je me souviens d'avoir rêvé ça, de rembobinage. Je me demandais c'était quoi le rêve, et j'avais vu comme une bobine qui allait très, très vite par en arrière, puis qui là reprenait avec 2 autres bobines. C'était à la fois ma vie, la vie, appelons ça idéale d'un être humain, et ma vie de rêve. Et quand on admet ça, on a une autre vie. C'est-à-dire que là, c'est pas juste la vie d'éveil, ce qui nous est arrivé, on va avoir la mémoire des rêves, la mémoire rêvée, la mémoire onirique. Et ça veut donc dire qu'on rajoute, si on admet nos 5 ans de monde de rêve, on ajoute à la définition de soi-même non seulement les événements qu'on a vécus dans le jour, en état d'éveil, mais on rajoute des événements oniriques. Et les 2 trames, à un moment donné, vont se relier. Et c'est vieux de savoir ça. Shakespeare disait, nous sommes faits de la même étoffe que les rêves. Et notre vie est une petite île entourée de sommeil, dans la tempête. Ça fait longtemps qu'on sait que le monde est comme un rêve. Quand on sait qu'on est en train de rêver notre vie, ça veut dire qu'on est en train de se réveiller, comme disait un autre poète qui s'appelle Novalis, un poète allemand. Donc, on accède à un autre mode de connaissance à ce moment-là. Et voyez, on peut le voir d'un point de vue religieux, mais on peut le voir du point de vue de l'évolution. Pour moi, ça a toujours été un énorme mystère. Je suis fasciné par les gens qui me racontent leurs rêves quand ils viennent en thérapie ou ailleurs, en gros. J'ai toujours été fasciné par ce monde-là parce qu'il y a un autre monde.
Et tantôt, vous demandiez comment ça se fait que les gens sont fascinés par l'illusion. C'est parce qu'ils ne sont pas assez fascinés par leur rêve, j'ai l'impression. Et ça devient un ersatz, ça devient comme un sous-produit du monde du rêve. S'ils comprenaient, si on insistait sur le monde du rêve beaucoup plus, on serait beaucoup moins fasciné par toutes ces images-là. Et vous savez, dans la culture occidentale en particulier, à cause en particulier du christianisme, a refusé le monde du rêve comme savoir, alors que dans d'autres cultures, le monde du rêve est accepté. Et moi, je le dis sous toute réserve, il y a une partie de la force de l'islam présentement qui repose parce qu'on accepte le monde du rêve en islam. Mahomet, c'est un rêveur. Il a rêvé que l'archange Gabriel lui donnait des messages. Il a rêvé qu'il allait dans d'autres cieux. Et ils ont toujours eu des livres d'interprétation des rêves. Mais à un moment donné, ils ont fait que le Coran, c'est la seule interprétation possible. Et là, ils sont tombés dans le fanatisme. Mais dans le christianisme, vous savez, c'est Saint-Augustin qui a arrêté Pourquoi on n'écoutait plus les rêves? C'est parce que Saint-Augustin il dit, on ne sait pas si ça vient de Dieu ou du diable. Donc, dans le doute, abstiens-toi. Alors, parce qu'avant, quelqu'un arrivait, puis j'ai rêvé que la Sainte Vierge me dit de bâtir une église sur la colline à gauche. Oh, c'est la Sainte Vierge qui dit en rêve, bon, on va bâtir une église. Fait que là, à un moment donné, les prêtres n'importe qui avait une révélation. Alors, Saint-Augustin a dit, seuls les prêtres vont pouvoir interpréter les rêves. Et même, on a vu, moi j'ai beaucoup lu sur toute la littérature autour de ça, ce qu'on s'aperçoit, seuls les saints ou les grands hommes ou femmes pieuses avaient des rêves. C'est quand même resté dans le... Sainte Thérèse d'Avila est une grande rêveuse, par exemple. Mais les gens ordinaires, on ne leur accordait pas le privilège de dire « j'ai reçu un rêve qui est important ». Alors que dans d'autres cultures, chez les Amérindiens, un grand rêve, on le partageait avec tout le monde. Que ce soit dans toutes ces cultures-là qui sont aujourd'hui, je dirais, quasiment écrasées, tendent à disparaître. Je pense à l'Afrique qui a été un monde de rêves. Tous les ethnologues qui sont passés par là ont raconté que dans toutes les cultures, il y avait toujours un interprète de rêve, ou du moins un genre de chaman, sorcier qui pouvait interpréter des rêves. Je me souviens d'une jeune fille qui venait du Brésil. Sa mère était dans le groupe Macumba, qui est un moitié vaudou. Et j'ai commencé à parler des rêves avec elle. Elle n'en revenait pas qu'un blanc s'occupe des rêves. Pour elle, c'était incroyable. Quand j'étais à cette île, j'avais des étudiants montagnais et ils m'appelaient le chaman parce que je leur parlais des rêves. Et dans leur groupe, plus personne n'interprétait les rêves. C'est comme une culture qui finit, d'une certaine façon. Alors, dans ce sens-là, pour moi, je dis ça parfois, être psychanalyste, de la façon dont je le fais, j'appelle ça chaman en ville, d'une certaine façon. Mais voyez, juste à ce niveau-là, c'est ça que je voulais dire. Si on est si fasciné, je vous ai parlé avec Magloire, si fasciné par le monde de la télévision qui nous amène partout, auquel on participe, je crois qu'il y a un détournement de la fascination qu'on pourrait avoir pour le monde intérieur. D'après moi, c'est la façon, le bouclier qu'on peut opposer, encore une fois, au monde extérieur. Sans monde intérieur, on devient vide ou même transparent, d'une certaine façon. C'est pas mal, ça. On va dire que c'est assez. Est-ce qu'il y aurait des remarques, des questions? Est-ce que ça serait à dire que quand vous parlez de la synchronicité ou peut-être de la synchronisation de notre réalité avec celle de la télévision, là? Pas exactement ça, mais en quoi, oui. Quand on parle de synchronicité, c'est de matcher, d'égaliser, non, en termes jungiens, synchronicité, ils appellent... Tu as un événement intérieur puis tu as un événement extérieur. Disons que tu rêves que tu rencontres ton chum que tu n'as pas vu depuis 15 ans. Tu as rêvé à ça. Le lendemain, tu sors dehors, pouf, ça se réalise. Il y a un événement extérieur, il y a un événement intérieur. C'est synchrone. Okay. C'est ça qu'on appelle synchronicité en termes jungiens. OK, puis dans la réalité de l'individu qui regarde la télévision, oui. Le terme synchronicité se définirait comment dans ce cas-là? Oh, il se définirait si, à un moment donné, tu as un problème, disons, par exemple, je me souviens d'une jeune femme, elle avait un problème avec son chum, et c'était vraiment, ça ressemblait à l'histoire de Tristan et Iseult. C'était le chum, elle était promise à un homme beaucoup plus vieux, puis lui, je pense qu'il était soit le cousin de... En tout cas,
Tu sais, dans Tristan et Iseult, c'est un jeune homme, un jeune chevalier qui va chercher la future reine de son roi. Et ils tombent en amour tous les deux. Puis là, bon, ils vont se mourir. Et elle était désespérée parce que c'était une famille assez riche, elle était promise à un monsieur, puis là, il y a un jeune homme qui est apparu, qui était lié à ce monsieur-là, et qui s'occupait supposément d'elle. C'était vraiment romantique un peu. Et j'ai dit, c'est bizarre, ça ressemble à Tristan et Iseult. La semaine suivante, elle arrive, elle dit, c'est très curieux. Elle dit, moi, je n'avais jamais lu ça. Elle dit, j'ouvre la télévision, c'était Opéra Tristan et Iseult par je ne sais pas quoi. J'avais la bouche ouverte là. Puis, tu vois, la synchronicité à ce moment-là, oui, peut exister à ce niveau-là. Ou encore, ce que j'avais lu qui me fait beaucoup rire, c'est qu'à un moment donné, des chefs amérindiens qui retournaient à leur vraie culture, à un moment donné, dans l'Ouest, des 7 nations, en tout cas, le couple le plus puissant, enfin, d'une tribu très puissante là-bas, à un moment donné, ils sont achetés un immense téléviseur. Évidemment, il y a un journaliste blanc qui était voir, il dit, vous voulez retourner à la nature, qu'est-ce que vous faites? Ils disent, on l'ouvre au hasard, ils disent, on sait à ce moment-là, ils disent, on s'en sert comme oracle. Il dit, si je vois quelque chose de bon, ça veut dire que la journée va être bonne. Si je vois quelque chose de méchant, ça va être méchant. Tu vois, ils utilisaient la télévision comme oracle. Ils n'ont pas à être fascinés, ils le voyaient comme tel. Mais au niveau de la synchronicité, c'est ça. Il faudrait. Je donne une conférence, si jamais tu es intéressé, tu regarderas, il y a un truc là-dessus sur le hasard. C'est pas du tout la même chose. Si tu veux dire jusqu'à quel point, pour moi, l'influence de la télévision, quand je regarde le monde du rêve, c'est les gens qui vont rêver juste à des vedettes de télévision. Et c'est là que tu t'aperçois que ces gens-là ne vivent pas leur vie. Et là, on dirait que l'inconscient, si tu veux un X là, qui provoque le rêve, leur dit, regarde, tu vis dans un monde fantasmé de télévision. J'ai eu un bonhomme, par exemple, et j'en revenais pas, il a dû rêver toutes les chanteuses, toutes les comédiennes, soit anglaises, françaises, de nord-américaines et européennes. Et tous les rêves, il rêvait soit, disons, une chanteuse ici, René Claude, mais il peut aussi bien rêver, disons, Britney Spears. Et dans ses rêves, il est assis avec, puis il jase avec. Mais c'est un homme, il vivait tout seul dans son coin. Il dépendait de son père. Il avait 30 ans, il n'avait jamais travaillé. Et qui vivait dans son coin. Et il fantasmait que s'il voulait, il pourrait aller voir Britney Spears. S'il cognait à leur porte, il l'accueillerait, lui, puis il serait bien ami, parce que dans le rêve, il est chum avec eux autres, ainsi de suite. Alors là, on a un énorme problème psychologique de solitude, de renfermement. Et dans le rêve, ça compense sa solitude. Et j'ai l'impression, et vu qu'il n'est pas connu, lui, quand on rêve à quelqu'un de connu en rêve, ça peut vouloir dire qu'on veut être connu. Il y a ça. C'est des rêves endormis ou des rêves? Oui, des rêves endormis, des rêves endormis. Puis il fantasmait ça le jour. Mais dans beaucoup de ces rêves, c'est vraiment j'ai eu des gens qu'on appelle borderline, ils n'étaient pas loin de la psychose. Par exemple, comme son père l'aimait pas et il voulait qu'il travaille, mais c'était le seul fils, alors il donnait quand même de l'argent. Son fantasme, c'est qu'il croyait qu'il était le fils caché de Bronfman. Alors, dans ses rêves, il allait avec le fils Bronfman, et là, il était bien friendly et il faisait des affaires avec lui. Ça a été aussi loin qu'il était jusqu'à l'hôpital, faire sortir les certificats de naissance pour s'assurer qu'il était sûr que son père, c'était pas son vrai père, qu'il y aurait le nom de Bronfman sur le certificat. Et là, il m'est arrivé en pleurs, ça n'avait pas marché. Il a fait la démarche. Et son père, c'était le père qu'il avait, c'était ça qui était écrit, et que c'était pas Bronfman. Mais il dit, d'après moi, il m'a joué un tour. Il était rendu loin là, dans sa... Parce qu'il ne voulait pas affronter le réel. Il refusait d'affronter le réel. Donc, il vivait dans un monde, justement, de vedettes, dans l'écran, au fond. Oui. Puis en même temps, ça, on voit ça en rêve. Quelqu'un qui est toujours... C'est différent, là, je vous parle des contenus du rêve. Mais en rêve, quelqu'un qui est toujours assis en train de regarder des écrans ou regarder des vedettes, ça veut dire qu'il ne vit pas sa vie. Il la vit par personne. C'est normal de rêver beaucoup ou pas rêver du tout? C'est quoi normal? On rêve tous 100 minutes à peu près. On ne s'en souvient pas. Oui, ça, c'est une grande différence. Il y a un problème de mémoire. Il faut travailler sa mémoire si on veut se souvenir des rêves. Travailler sa mémoire immédiate de l'espace en particulier.
Et il y a aussi des gens, j'ai remarqué à travers toutes ces années, que les gens qui se souviennent peu de leurs rêves sont des perfectionnistes. C'est-à-dire qu'ils ont une image tellement idéale d'eux-mêmes que lorsqu'ils ont des mauvais rêves et qu'ils se réveillent le matin, ça se peut pas. Ah, ils l'effacent. C'est très facile d'effacer des rêves. On se réveille et, comme j'ai dit, c'est même paradoxal, le cerveau est branché différemment qu'au moment de l'éveil. Même, il est plus actif, mais il est branché, appelons ça branché, là, différemment, les deux hémisphères, puis tout ça. Puis bon. Alors, quand on se réveille, c'est un autre branchement. C'est comme si vous passez de la radio à la télévision, disons, ou d'un poste à un autre, si vous voulez. Alors, c'est très facile, à un moment donné, pour bien se souvenir des rêves, il faut rester couché et avoir un carnet pas loin, où il y en a qui prennent un enregistreur. Mais ne pas se réveiller avec une lumière vive ni un son vif. Les cadrans sont à déconseiller, et ainsi de suite. Et il y a toutes sortes de trucs, là. On reste sur le côté. Puis comme on est paralysé en rêve, ça se peut qu'on ait eu des rêves dans une autre position. Alors, parfois, je fais ça. Je conseille aux gens de le faire. Vous essayez de dire, ah, j'ai pas de rêve, donc du côté-là. Alors, vous vous mettez sur le dos. Peut-être j'ai eu des rêves quand j'étais paralysé, que j'étais sur le dos. Vous essayez l'autre, puis à plat. Faites le tour comme ça. Mais de jamais se réveiller brusquement. Vous savez, c'est ça, des gens très stressés rêvent peu, c'est qu'ils se souviennent peu de leurs rêves, c'est qu'ils s'endorment avec leurs problèmes, puis dès qu'ils sont réveillés, le problème, pouf, il leur réapparaît. Alors, ils vont oublier immédiatement, comme si la nuit, alors que des gens vraiment qui travaillent à partir du rêve, un bon endormissement, puis à réparer et à demander, d'une certaine façon, au monde de l'inconscient, de nous aider à régler le problème, ça aide. Je l'ai déjà dit aussi, beaucoup d'inventions, ça ne perçoit pas. Les ordinateurs, une partie des ordinateurs, la machine à coudre, la machine à explosion, c'est né de rêves, à partir de rêves. L'inconscient travaille à partir de problèmes qui ne sont pas tous résolus, mais peut nous donner des solutions qu'on ne voit pas. Le plastique, par exemple, c'est un problème qui s'appelle Kekulé, a travaillé sur des anneaux de carbone. Il travaillait des atomes, puis il se demandait comment trouver la formule pour avoir du plastique. C'est à partir du pétrole. Bien, en rêve, à un moment donné, il a vu une bande de jeunes gens qui faisaient une farandole, qui se tenaient tous par la main. Lui, vu que c'est un chimiste, il a transmis ça sur un papier et il a mis les anneaux de carbone du pétrole, il les a rattachés les uns aux autres. Et c'est ça qui fait que le plastique ne se dégrade jamais. C'est des atomes qui sont reliés en cercle, d'une certaine façon. Et c'est né d'un rêve. Je vais vous raconter encore, les autres sont venus souvent aux conférences. Mais l'affaire de la machine à coudre, savez-vous comment ça marchait, la machine à coudre? Un jour, on cousait à la main, donc avec des aiguilles, puis quand tu couds, ben, tu passes ton fil à la tête de l'aiguille. OK? Alors, il y en a qui me disent, est-ce qu'on peut industrialiser ça pour faire des machines? C'est-à-dire que ça coud plus vite par une machine et non pas à la main. Ils étaient deux, mais il y en a un qui a fait le rêve suivant, ça faisait un bout de temps qu'il travaillait là-dessus. On ne rêve pas comme ça, demain matin, vous allez rêver, je ne sais pas moi, que vous inventez l'antigravité, si vous n'avez jamais travaillé dessus. Il faut avoir travaillé sur le problème. Donc, ça faisait un bon bout de temps et là, ça chauffait, il fallait qu'il donne un résultat. Alors, il fait le rêve suivant. Il est avec cet ami-là. Ils sont à quelque part, et là, brusquement, ils sont pris par des cannibales. Ils sont dans une marmite. Ça chauffe, ce qui représente un peu le travail qu'ils faisaient. Et les cannibales dansent autour d'eux autres. Et là, ils sont en train de bouillir. Et brusquement, ils regardent les lances des cannibales. Ils ont des lances. Et ils s'aperçoivent que la pointe de la lance, donc la pointe de fer, il y a un trou dedans. Donc, à la pointe, et non pas à la tête. Hein? C'est une aiguille, c'est à la tête et non pas à la pointe. Et c'est ça qu'une machine à coudre peut fonctionner, parce qu'on essayait toujours de mettre le fil à partir de la tête, puis l'aiguille cassait, mais ainsi de suite. Et vous savez, regardez une machine à coudre, c'est le fil, il passe par la base de l'aiguille, donc par la pointe. Et quand il s'est réveillé, il dit « Eureka !» C'est comme ça, et la machine à coudre est née de ça. Vous voyez? Le moteur à explosion en 2 temps, c'est le bonhomme, il cherchait. On savait que les pistons, il fallait qu'ils montent et qu'ils descendent. Mais pour que ça arrive, pour que ça fonctionne bien, vous savez bien, un moteur à 2 temps, c'est que quand un piston est en haut, l'autre est en bas, et ainsi de suite, parfaitement. Il faut qu'il soit complètement en haut ou complètement en bas.
Le rêve suivant, c'est qu'il a vu deux couples qui étaient en train de faire l'amour. Quand un des bonhommes se baissait, l'autre montait. Quand l'autre... Hein, alors c'est comme ça qu'il s'est aperçu qu'il fallait vraiment avoir ce synchrone. Rêve, ça, là. Oui, mais je vous dis, il y en a plein, là, je ne m'en souviens pas, mais il y a plein d'inventions qui sont nées du monde du rêve. C'est donc dire que le monde du rêve, c'est créateur. C'est ça que je veux dire aussi. Donc, créatif. C'est mon message, madame. Et en plus, c'est gratis. C'est gratis. C'est pour vous, les rêves, en travaillant sur les rêves, on peut s'approprier notre monde. Oui. Je comprends bien, notre monde intérieur. Oui. Mais ce n'est pas automatique. Non. Parce que le cas de garçon dont vous parlez, qui lui fantasmait sur des vedettes, il avait beau s'en souvenir. Oui, mais c'était quand même mieux qu'il vienne un peu en analyse et qu'il se souvienne des rêves et que je puisse lui parler et lui dire « tu es dans le monde du fantasme », qu'il ne s'en souvienne pas, qu'il ne s'en occupe pas. Sinon, j'ai l'impression, s'il n'était pas venu me voir, je crois qu'il serait devenu fou. Là, il y avait quelqu'un à qui parler pour lui dire, il était tellement solitaire, il ne parlait à personne, sauf à moi. Il était peut-être heureux dans ce type de vie-là, par contre? Non, dans certains rêves, c'était un enfant très, très malheureux. Oh oui, très malheureux. Il parlait à personne, je veux dire. J'ai réussi à un moment donné, il est venu sur 10 ans par intermittence, là. Et à un moment donné, j'avais dit, pourquoi tu ne vas pas à l'université? T'écris. Il a été à l'université. J'ai dit, bon, mais comment tu te sens? Oh, il dit, les autres, ça ne vaut pas la peine de leur parler. Il vivait dans le sous-sol, dans la maison de ses parents, dans le sous-sol, en écoutant ses disques, puis la TV, puis un gros système vidéo. Et son père avait une industrie, et il était supposé travailler à l'industrie, puis là, bon, je rentre dans les détails, mais il ne travaillait pas. Il passait 1 heure là, puis son père, il donnait un salaire à toutes les semaines. Donc, et dans ses rêves, ça montrait, tu n'affrontes pas la vie, tu sais. Et là, je vous parle de tous ces rêves-là, mais il n'y avait pas juste ça. Il y a eu des rêves où ça disait carrément, tu es infantile, tu restes infantile, tu ne veux pas affronter la vie, tu as peur. Il y avait très, très peur dans certains rêves. Un ours, qui l'attaque. Une autre fois, il barre toutes ses portes, mais le monde, il sent qu'il y a des gens, il y a une pression. C'était pas si simple que ça. Qu'est-ce qui fait que ce matériel-là, le rêve, permet de s'approprier sa propre vie? Parce qu'on veut se connaître soi-même. On admet qu'il y a un savoir sur soi-même qui ne vient pas du moi ou de l'ego. C'est le premier pas. Il y a un savoir qui est supra-personnel. Je fais mes propres rêves, c'est mon monde d'image, mais je ne les crée pas, je ne crée pas leur enchaînement. Qui fait ça? J'admets qu'il y a quelque chose en dedans de moi qui veut mon bien à travers le monde du rêve, d'une certaine façon. C'est un pari qu'on fait, parce que je ne sais pas si vous allez voir Stephen King ou d'autres, il y en a dit non, le monde du rêve, ou Freddy, je ne sais pas quoi, là. Il y a des gens qui vont dire non, si tu t'occupes de tes rêves, tu vas avoir des fantômes, des vaudous, et ainsi de suite. T'sais. Mais le pari qu'on fait, c'est que le monde du rêve, d'après moi, et les découvertes en neurobiologie, comme j'ai dit tantôt, ça fait partie du programme évolutif. Ça nous aide à évoluer, dans tous les sens du terme, en tant que participant de l'espèce humaine et en tant qu'individu dans l'espèce humaine aussi. Quand vous dites le moi et l'ego, vous voulez dire quelque chose qui appartient au monde éveillé? Oui, sur lequel on a un contrôle? Oui, sur lequel on a un contrôle, oui. À partir de la volonté de la raison, comme on dit très souvent. Tandis que le moi du rêve n'est pas relié à la volonté et à la raison. C'est pour ça que nos rêves nous semblent irrationnels. Et là, il y a toute une pratique, c'est l'interprétation des symboles du rêve. C'est un apprentissage. Comme on apprend l'alphabet, la lecture, on apprend à interpréter ses propres symboles, son propre monde. Mais vous parliez tantôt de se connaître. Puis Emerson disait que l'on devient ce à quoi on pense. Se connaître, c'est donc de connaître ses pensées. Oui, mais là, c'est ça. Moi, je rajoute, oui, c'est déjà, il faut avoir ça, mais je rajoute, connaissez vos rêves aussi, vous rajoutez 1/5 de votre vie que vous aviez oublié. Mais où je veux en venir, c'est que si tu connais tes pensées, qui sont la résultante d'une autosuggestion, puis de la répétition d'une information qui très souvent vient de l'extérieur, parce qu'on est le résultat d'une acculturation ou d'un phénomène de société. Alors, où je veux en venir, c'est que si tu peux avoir un contrôle sur l'environnement,
sur ce qui est projeté vers ton esprit, puis que tu sélectionnes ces idées-là, puis à ce moment-là, tu as un contrôle sur ta pensée, puis cette pensée-là, elle va être reflétée inévitablement dans tes rêves. Parce que si tu penses toujours à un événement X, durant 24 oui, heures, mais tu vas y rêver. Oui, mais c'est une hypothèse. L'hypothèse de Jung, c'est que quand on rêve, c'est pas seulement le miroir de ce qu'il y a à l'extérieur. On a aussi une mémoire, il appelait ça la mémoire de l'inconscient collectif. On ne naît pas, comme on dit, tabula rasa. On n'est pas table rase. On a aussi, par exemple, tu vas reconnaître le sein, c'est automatique, c'est instinctuel. Tu as faim, mais c'est pas toi qui décides que tu as faim. Hein, on a des instincts. D'après lui, il y a aussi un instinct de devenir soi-même. Et c'est inscrit. Donc, dans le rêve, tu vas avoir aussi miroir de tes événements qui sont à l'extérieur, mais tu peux avoir aussi ce qu'on appelle l'imagination créatrice de l'inconscient, des nouvelles images qui vont t'envoyer sur des sentiers que tu n'as jamais connus ou encore des images que tu n'as jamais apprises. Okay, que tu n'as jamais apprises. Oui, que tu n'as jamais apprises ou qui n'ont pas passé par la culture. Et dans ce sens-là, c'est comment je dirais ça, l'opposition traditionnelle entre nature et culture. Et ce que Jung nous dit, c'est qu'il y a une nature qui s'auto-représente à travers le rêve. Il va loin en disant ça. C'est pas seulement ce qui nous vient de l'extérieur, qui passe par en dedans, qu'on a, qui nous définit. Il y a quelque chose en dedans, et là, ça touche. Il faudrait que tu lises peut-être Jung, si ça t'intéresse. Il appelle ça des archétypes, c'est-à-dire qu'à quelque part, on a des images primordiales qui vont s'activer selon ce qu'on va rencontrer dans notre environnement. Quand tu rencontres ta mère, bébé, tu as déjà une image du maternel et de la mère en dedans de toi. Tu sais, c'est pas ta mère qui fait que tu as une mère. C'est aussi en dedans de toi, tu as une mère. Père, la même chose. L'amour, la même chose. Pas pour rien que dans toutes les cultures, je veux dire, il y a une sorte de prototype de tomber amoureux, puis qu'est-ce que ça veut dire, puis comment on s'entend, puis ainsi de suite, entre hommes et femmes. Fait que nos rêves ne sont pas seulement le produit d'une acculturation. Non, non. Il apporte quelque chose de nouveau, c'est ça. Et c'est ça qui est fascinant, si on admet ça. Ça veut dire que tout renouveau, probablement, passe par le monde du rêve. C'est-à-dire que je vous parlais des inventions tantôt, mais on l'a vu, par exemple, je sais que chez certains Amérindiens, rien ne se faisait s'ils ne le rêvaient pas. On appelait ça le temps du rêve, où, par exemple, il appelait ça le grand homme a montré à faire un canot. Le grand homme en rêve à telle personne, à tel chaman, à tel individu du groupe. Donc, tout renouveau. Et j'ai l'impression, c'est ça que Jung nous disait, dans un monde si vaste, dans un monde où on est des milliards de personnes, où le savoir est fragmenté, où on ne sait pas d'où vient exactement l'autorité des informations, l'autorité qui va confirmer la vérité des informations, on a à chacun de nous un puits, une place, où on peut avoir une information vraie sur nous-mêmes et sur le monde. Ça va loin. Quand je dis, oui, on se connaît soi-même, mais c'est aussi connaître les autres. On peut se tromper sur quelqu'un, et là, le rêve, il dit, « Hey, tu te trompes sur cette personne-là. » Et ça va loin, à un moment donné, jusqu'où, justement, on peut faire confiance, pas faire confiance, et ainsi de suite. Ça peut aussi ça joue sur notre destin. On ne s'en aperçoit pas, mais on est préparé à faire certaines choses, et c'est le monde du rêve qui nous y prépare. Quand on voit sur de longues périodes des séries de rêves, c'est là qu'on s'aperçoit que on ne prend jamais, c'est pas la volonté oui, la volonté va dire on adhère à quelque chose, mais quand on regarde sur de longues séries de rêves, on s'aperçoit que l'inconscient nous a préparé à aller dans telle voie ou non, comme telle. Je raconte souvent l'histoire d'une femme qui, dans son enfance, était très, très bonne en dessin, en peinture. On lui donnait des talents artistiques dans ce niveau-là. Mais quand elle est arrivée vers l'âge de 17, 19 ans, 18 ans, 20 ans, elle a tout laissé ça parce que ça voulait dire qu'elle était obligée, sa famille était ne pouvait pas lui payer ses études. Elle ne voulait pas travailler en même temps. Donc, elle a commencé à travailler. Elle s'est ramassée jusqu'à 24 ans. Une petite jobine de chez des dentistes, je crois, était celle qui nettoyait les instruments. Bon, quelque chose de genre. C'est une job plate. Vraiment une job plate. Et elle vient me voir et elle dit « Ma vie est plate, ça n'a pas de sens. » Bon, quand tu entends ça, on va regarder dans les rêves. Et en même temps, bon, je lui demande « Est-ce que tu étais bonne dans quelque chose? C'était quoi tes désirs d'adolescente? » Et ainsi de suite. Elle dit « On m'a toujours dit que j'avais un immense talent pour le dessin, pour la peinture. » Elle dit « J'en fais plus, mais bon. »
Il a dit, pourquoi là, puis c'est une personne qui ne t'a pas évaporé, donc elle avait ramassé de l'argent, ça ne veut plus. Mais elle a dit, je veux lâcher ça, mais je ne sais pas quoi faire. Ah, il dit, on va voir dans les rêves. Et dans les rêves, elle se voit en train de s'inscrire à Concordia en peinture, en art. Elle me raconte ça, puis elle me dit, c'est drôle, j'ai rêvé ça. Je dis, est-ce que tu t'es inscrite? Elle dit, ben non. Ben, je dis, pourquoi tu ne prends pas ton rêve au sérieux? Il te le dit, vas-y. Elle téléphone et c'était le lendemain matin, à 10 heures, je crois, c'était fini. Il n'y avait plus d'inscription. Ça l'a tellement énervé qu'elle a très mal dormi. Mais elle me racontait après, et là, je le raconte comme témoignage, à 7 heures, elle rêvait que quelqu'un lui disait « Lève-toi et va t'inscrire ». Comme elle était à moitié endormie, elle dit « J'ai senti comme une main qui me prit par la peau du cou. » Puis elle dit « J'ai marché, j'ai pris le métro. » Elle dit « J'ai vu l'autobus puis le métro. » Puis elle dit « J'avais toujours l'impression qu'il y avait une main qui était comme ça. » Puis elle dit « Je suis arrivé à 10h moins quart. J'ai été la dernière à m'inscrire. Elle a été acceptée. » Mais tu sais, c'est le rêve qui a dit « Va là. » Et ça, tu vois, il est supra-personnel à ce moment-là. Il y a quelque chose qui va même contre les tendances des personnes. Oui, il y avait d'autres. Ça va? Est-ce que le travail de ne pas rester dans le fantasme avec le rêve, c'est-à-dire ne pas rester au premier degré, oui. Est-ce que ce travail-là nécessite l'intervention d'une autre personne? Ça aide. Pas nécessairement un thérapeute, mais une personne de confiance. C'est toujours bon de raconter un rêve. De verbaliser. Oui. Dans toutes les cultures, il y a toutes sortes de trucs. Hein. Un mauvais rêve, vous le racontez jamais avant le déjeuner. Vous pouvez le raconter après avoir mangé. Et par exemple, chez les Arabes, ils disent, tu prends du sel, puis tu racontes le mauvais rêve, puis tu pitches le sel par en arrière. Pas de mauvais rêve, je veux pas que ça se réalise. Il y a toutes sortes de trucs, là. Beaucoup de superstitions. Qu'est-ce que vous voulez, dans la Bible, on en a, puis on sait que chez les chasseurs-cueilleurs les plus anciens, oui, on rêvait. Puis on pense même que ce qu'on appelle l'homme des cavernes, on remonte à 20 000 ans. Il y a toute une théorie maintenant qui montre que ce qu'on dessinait sur les murs, c'est pas ce qu'ils voyaient dans la prairie, c'est ce qu'ils rêvaient des animaux. Si vous avez déjà vu des peintures pariétales, ils flottent dans les airs, ils se mêlent, ils sont... Même parfois, il y a des genres de monstres, on a trouvé quelques figures de chamans couchés, en particulier. On pense que c'est la vision du rêve, et peut-être avec des drogues là, hallucinatoires. Dernièrement, en tout cas, il y a des théories là-dessus. C'est donc dire, et quand on dit, tu sais, j'ai dit, le bébé rêve beaucoup, on va jusqu'à 20 ans, toutes les périodes, disons, d'apprentissage, le bébé rêve beaucoup, à 4 ans, il rêve un petit peu moins, à 6 ans, oups, il recommence à rêver plus parce que c'est la période où il va aller à l'école. Là, tu vas avoir la puberté, tu rêves un peu plus. À 21 ans, on passe à l'âge adulte, on rêve un petit peu plus. Et là, ça se stabilise à 100 minutes par nuit. Et ce qu'on s'est aperçu chez les gens plus vieux, quelqu'un qui vieillit bien a encore ses 100 minutes de rêve. Les gens qui vieillissent mal ont moins de rêves paradoxales. Et même les compagnies d'assurance essaient de savoir ça pour savoir s'ils doivent les assurer ou non. Parce que moins de rêves de paradoxal, ça veut dire qu'ils vont mourir plus vite. Qu'est-ce que vous voulez dire par mal vieillir? Ça veut dire qu'ils n'ont plus d'imagination. Ils ne vivent pas leur propre réalité. Oui, mais en même temps, si le rêve est un facteur qui nous dit comment vivre, ça veut dire que plus on vieillit, si on a moins de rêves, le monde devient plate. Le monde est réel en fonction de notre monde intérieur. C'est pas pour rien qu'on dit « je me lève du mauvais pied », parce qu'on a eu un mauvais rêve. On ne s'aperçoit pas c'est tellement une réalité, le monde du rêve, qui est occulté dans notre culture, que quand je dis ça, les gens font « bon, oui, le monde du rêve, on vit des émotions comme si c'était vrai dans le 100 minutes chaque nuit. Ça nous traverse la journée. Le 90 minutes, d'ailleurs, il se continue durant la journée. On a nos rêveries ou nos songeries aux 90 minutes. Si vous voulez avoir des bonnes idées, là, ou avoir vous calculez le moment où vous êtes réveillé sur un rêve, puis là, 90 minutes plus tard, vous travaillez sur une nouvelle idée, vous allez avoir plus d'images et d'idées à ce moment-là. Je l'ai fait, puis ça marche. Au début, vous disiez que tout le monde rêvait, oui. Que tout le monde faisait son 100 minutes. Oui. Donc, mais ça, c'est relatif, là, si je comprends. Bon, c'est une moyenne. Appelons ça une moyenne, mais c'est environ 100 minutes par nuit. Qui vieillit mal, il va moins rêver? Bien, c'est-à-dire que là, oui, c'est 100 minutes chez l'adulte, moyen. Un bébé va rêver 150 minutes. Et lorsque vous avez une période peut-être de transformation, vous allez rêver 110 minutes.
Ça dépend, c'est une moyenne à très long terme. Mais ce qu'on s'est aperçu, c'est que le temps de sommeil paradoxal diminue chez les individus qui ont moins d'imagination, qui acceptent pas la vie comme elle est en vieillissant. Parce que si on empêche le sommeil paradoxal, on peut le faire chimiquement. Les gens n'ont plus d'imagination. Ils vont vivre, mais ils n'ont plus d'imagination. Ils n'ont plus de... Ils n'accepteront pas les situations nouvelles. Ils ont moins de facilité d'adaptation. Parce qu'on peut l'empêcher chez des gens qu'on appelle qui souffrent de narcolepsie. C'est des gens qui, à un moment donné, tombent dans la paralysie du sommeil paradoxal en plein jour. On ne sait pas pourquoi, mais ça peut durer quelques secondes. Alors, imaginez, tu es en train de conduire, d'un coup, paf, tous tes muscles te lâchent. Alors, ça fait... Et c'est traité au centre du sommeil, à Montréal, et c'est ça qu'on s'est aperçu, c'est que avant, on coupait quasiment les deux hémisphères. Donc, ça joue sur l'apprentissage, le besoin d'initiative, le renouvellement, et ainsi de suite. C'est ça, avoir un bon sommeil paradoxal. Si en plus, on est capable de s'en souvenir, et n'oubliez pas, je vous dis 100 minutes par nuit, on doit se souvenir d'à peine 10 à 15 minutes de nos rêves. Il y a un processus autonome du monde du rêve. Et là, on rentre dans une autre dimension. C'est à quoi sert ce phénomène-là. Je peux juste vous dire que c'est la vie de l'âme. Pour moi, c'est la vie de l'âme, ce qu'on appelle l'âme. Le monde du rêve, oui. Pour moi, il y a un cas que Marie-Louise von Franz compte, c'est une disciple de Jung. Une femme qui vient la voir, son oncle est en hôpital, donc en état comateux, là, on le maintient en vie. Donc le cerveau ne marche plus supposément. Ou il marche désynchronisé. Alors, elle se demande est-ce que je dois le débrancher ou non. Il a l'air d'un légume. Alors, Von Franz lui dit, bon, en jungien, on dit, on va demander au rêve. Et elle rêve, elle revient avec le rêve suivant. Elle dit, c'est drôle, j'ai vu mon oncle coucher. Et en arrière du lit, il y avait un écran. Et dans le rêve, ça me disait, le film n'est pas terminé. Elle voyait un film qui se déroulait sur l'écran. Elle savait que c'était ses rêves. C'est comme si on avait un temps de rêve pour notre vie qui doit aller jusqu'au bout, se dérouler jusqu'au bout. Et là, au bout de 3 mois, ça lui dit dans le rêve, au bout de 3 mois, ça va être fini. Et effectivement, au bout de 3 mois, il est mort. Mais il est resté dans un état comateux durant 3 mois. Mais il y avait un mouvement, c'est comme si l'inconscient, il jouait encore, même s'il était supposément en coma profond, comme tel. Qu'est-ce qui se déroulait là? Il n'était pas conscient, en tout cas, il était dans un état. Donc, il sent bien qu'il y a un mouvement autonome des images oniriques qui ne dépend pas du moi et même qui n'appartient pas du tout au moi. Là, on rentrerait dans des concepts, moi j'appelle ça, oui, on reçoit du monde qui fait des images intérieures, mais notre âme aussi prend les images et les transforme, comment je dirais ça, les rend invisibles. Quand vous vous souvenez d'un rêve, vous prenez de l'invisible et vous le rendez visible. Quand le mouvement inverse est vrai, on prend du visible et on le rend invisible aussi. C'est pas pour le moi, c'est pour l'âme, pour plus tard. Et si on regarde tout ce qu'on nous dit de l'au-delà, ça ressemble à un monde de rêve. On n'a plus de corps, mais on bouge. On n'a plus, ainsi de suite, mais un monde de rêve, soit l'enfer, soit le ciel. Ça vient de là, d'après moi. Beaucoup de nos croyances dans l'au-delà viennent parce qu'on a eu une expérience du monde de rêve, comme tel. En gros. Parce que des gens, on a étudié certains rêves de psychopathes qui rêvent très, très peu d'ailleurs, et c'est vraiment noir, c'est l'enfer. C'est des rêves infernaux, des rêves où ils brûlent, où ils sont, c'est leur passion qui brûle, c'est leur monde intérieur qui brûle. Et si on n'en prend pas conscience, c'est des hypothèses que je fais, quand on meurt, de l'autre côté, ça continue. Quelqu'un qui est alcoolique et qui ne veut pas arrêter, bien, quand il meurt, l'autre bord, il continue à boire, mais il n'y a plus de corps pour recevoir son ivresse. Alors, il boit toujours dans le vide. C'est ce qu'on a vu en vision. Mais pensez, si on est pris par certaines passions, par certains troubles, j'imagine qu'à quelque part, il y a comme un automatisme. C'est comme on impose un automatisme inhumain à quelque chose d'humain et on le paie cher dans l'au-delà, à quelque part, j'ai l'impression.
Moi, j'admets la vie dans l'au-delà, à ce niveau-là, comme ça. Mais si vous êtes bien dans ce que vous avez à faire, vous l'avez fait, est-ce que vous êtes assez honnête avec vous-même, ça ne veut pas dire qu'il faut être des saints, là, des sages, mais si on est assez honnête avec soi-même, de l'autre côté, il y a un autre monde et on continue notre apprentissage. Dans toutes sortes d'autres dimensions, un peu ça comme vous voulez. Là. Et je peux vous dire, pour avoir vécu une expérience de l'au-delà, oui, c'est vrai. En fait, pour moi. Qui n'était pas un rêve, qui ressemblait à un rêve, mais c'est pas un rêve. Bon. Ça, c'est d'autres. Il y a toutes sortes d'autres dimensions. Je parle du rêve, mais il y aurait d'autres dimensions à explorer. Les états de méditation, pour trouver un monde intérieur, c'est aussi important. C'est une autre voie. Mais j'en parle pas. Est-ce que tu peux nous lever sur cette expérience? Laquelle? L'au-delà. Non, je garde ça pour mon tome 4 de mes œuvres futures à la page 340. En bas à gauche. Hein? Oui, c'est ça. Avec une note. Non, ce qu'on appelle la vie au-delà, là, les gens, la vie après la vie, là, il y a des gens qui ont déjà vécu ça. J'ai vécu un truc de même. Quand tu vis ça, c'est vrai pour toi. Tu as beau le raconter, ça devient un récit, puis ça... Je trouve que ça... C'est comme... pas un secret, mais ça appartient pas au collectif. Comme ça. Si jamais je fais un truc là-dessus, ça se peut, des fois j'en parle quand je parle des rêves de l'au-delà. Parce qu'on rêve à l'au-delà aussi. Les rêves proches de la mort, il y a des gens qui ont étudié ça, des gens qui vont mourir, le genre de rêve qu'ils font. C'est très intéressant. Les rêves ne connaissent pas la fin, ne connaissent pas la mort. Si vous rêvez que vous mourrez, c'est symbolique. Il n'y a pas de mort dans les rêves. Ce qui faisait dire à Freud, au contraire, que ça prouve bien que les rêves sont illusoires. Mais si on le regarde d'une autre façon, ça veut dire que l'âme, appelons ça notre entité psychique, la mort, c'est une transformation, c'est un passage et on passe à un autre genre de vie. Tous les rêves des gens proches de la mort touchent à ça. On passe une porte, on passe une dimension, on passe un mur, on va dans une autre dimension où il y a une autre existence. Possible. Comme tel. Je vais parler de la méditation brièvement. Oui. Tout ça peut-être qui est intéressant, c'est que dans mon expérience, ça stimule la vie psychique. Oui. Les rêves sont plus vivides. Oui. Plus intenses. Je m'en rappelle mieux dans le... Oui, good, oui, Quand oui. je le fais pas la veille, ben, c'est l'oubli habituel, ça disparaît. Ouais. Mais le fait de méditer une demi-heure, me concentrer pendant une heure, Mhm. peu importe, une demi-heure, ça comme l'énergie devient comme concentrée, Ouais. comme alignée. Ouais. On s'endort dans un autre état que l'état habituel de la Oui, fatigue, oui, de oui, l'attitude. oui. On dirait qu'on ferme les portes sensorielles un peu, là. Oui. On se sent intérieurement, puis c'est surprenant de le voir. Oui, je pense que c'est ça. C'est comme si, effectivement, c'est pas un état de rêve, mais ça se rapproche de fermer les sens, effectivement, donc de concentrer. Comme on est en état de rêve, on est en état de concentration sans le vouloir. Les sens sont baissés. Donc, oui, ça prépare bien, effectivement, au monde du rêve, oui. Vous savez, chez les soufis en particulier, ils ont toutes des étapes où ils parlent justement du genre de rêve qu'on fait selon les méditations. Et on a ça dans une forme de bouddhisme aussi. Et eux autres, c'est la couleur, l'intensité des couleurs va montrer le grade, la gradation dans l'initiation et la qualité de la méditation de jour en particulier. On a ça dans le taoïsme aussi. Il y a toutes sortes d'histoires autour des rêves. Parce que dans le rêve, oui, on reçoit le rêve, mais le rêve, c'est une porte. On peut en sortir aussi, on peut voyager. C'est une autre dimension, c'est du monde du rêve. Je suggère fortement qu'on ait vraiment des rêves psychiques et symboliques aussi, parce que les images, comme les symboles, Oui. c'est aussi bien intéressant. Oui. Alors voilà, la prochaine conférence que moi je vais faire, je crois que c'est sur le féminin masculin. Alors les projections qu'on fait du féminin, parce que chaque être est à la fois masculin et féminin. Un être, on appelle ça l'anima chez l'homme et l'animus chez la femme. L'idéal, pas l'idéal, mais l'image du masculin qu'une femme projette sur un homme, et ainsi de suite. Donc, quand il y a un couple, on est toujours 4. Il y a moi, il y a l'autre, puis il y a les 2 autres de projection psychique. Et là, c'est ces 4-là qui vont jouer ensemble. C'est-à-dire, on est toujours, j'appelle ça le couple à 4, comme tel. Si on ne prend pas conscience qu'on a une partie féminine en dedans de soi, qu'on projette sur un être féminin, sur une femme,
on risque de l'idéaliser ou encore de ne jamais voir qui est là véritablement. On projette son double féminin sur l'autre. Et inversement chez une femme. C'est pour ça que quand des couples se séparent, on se demande toujours comment ça se fait que j'ai pu aimer cette personne-là. Bien, ça se peut bien que vous n'avez jamais aimé cette personne-là. Vous avez aimé une image que vous avez projetée sur la personne. C'est de ça. Et ça, c'est donc le rapport, encore une fois, avec reconnaître le monde intérieur où il y a ce personnage d'anima ou d'animus et le monde extérieur. C'est encore ce lien-là. On travaille toujours en psychologie analytique. Bon, retourner dans le froid, j'y vais moi aussi, et on va aller se paralyser, justement.